Alors moi, j'aimerais qu'on invite peut-être, parce que là, on a beaucoup de choses à dire. Ça va être un live très riche ce soir. Tout à fait. On a pas mal d'invités. Je te laisse les présenter, Sidat. Alors, on a Idriss Aberkan qui sera là, Ah ben le voilà. Madame Marion Sigaud et Pierre Jovanovic et Ah bon, Xavier Poussard. ouais, tu vois, là, Mhm. on est quand même nombreux aujourd'hui. Ben, bonjour à tous. Merci d'être là, d'être présent avec, avec l'infréquentable. Mais je crois que vous l'êtes presque autant que moi, peut-être un tout petit peu moins. Hein, vous n'êtes pas sous bracelet électronique, mais vous devriez normalement porter ce bijou dans très peu de temps, étant donné ce qui se passe dans le monde là. Alors évidemment, le dossier Epstein, c'est le sujet central, mais euh, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé hier et la guerre, cette fois-ci, on en parlait comme quelque chose qui nous paraissait quand même assez lointain, quasiment impossible. Et puis finalement, c'est la guerre est là. Donc, difficile de passer à côté de ce sujet, évidemment. Ben, on va peut-être, et je crois que on va peut-être commencer, chacun va s'exprimer peut-être sur l'actualité, je crois que c'est important. Et puis on reviendra au sujet qui nous intéresse, donc c'est ce dossier et ces révélations Epstein, et puis le rôle des Rothschild aussi dans cette organisation. Donc, je sais pas, Idriss, on peut peut-être commencer par toi. Comment tu as vécu ces dernières heures? Alors déjà, merci Dieudonné de m'inviter, hein. Et en effet, là, je suis plus là en tant qu'Africain, parce que je suis binational franco-algérien. Et dans le dossier Epstein, on va en reparler. Ce qui frappe vraiment, c'est le racisme, quoi. C'est le Ouais, fait que ouais. non seulement on avait affaire à quelqu'un qui est un criminel contre l'humanité, puisque les Nations Unies parlent d'un criminel contre l'humanité aujourd'hui. Elles ont bien raison. C'est un réseau organisé de viol, de trafic d'êtres humains. Mais il ressort dans ces courriels un racisme complètement décomplexé, matiné de délire biologique. D'ailleurs, on a un prof et c'est intéressant de voir qu'aux États-Unis, les sanctions sont peut-être tombées plus vite. Il y a un professeur de Stanford, par exemple, qui s'appelait Nathan Wolf, qui était biologiste, qui est dans les dossiers. Immédiatement, Stanford a pris ses distances, a publié un article dans son journal en disant ce biologiste ne nous représente pas, etc. Et ce qu'on voit donc, c'est clairement ce racisme. Alors un racisme en plus qui est dans tous les azimuts, c'est-à-dire il concerne même des juifs en fait. Il est raciste anti-séfarade par exemple. Voilà, clairement, on voit les échanges entre Ehud Barak et lui sont assez clairs, quoi. Il lui dit arrête de nous ramener arrête de nous ramener des juifs du Maghreb, ramène-nous plutôt des Russes. Voilà, ramène-nous des jolis Russes blonds s'il te plaît. Mhm. Alors peut-être que c'est une blague, mais bon, c'est dans leurs échanges d'emails. Donc voilà, je vois que Sidati est d'origine africaine, si je me trompe pas. Ouais. Tout Ouais. à fait. Et Et donc, enfin bon, c'est la même chose, mais. ouais, donc je pense qu'il y a ce point-là vraiment, c'est-à-dire le racisme. Sur le point de l'infréquentabilité, c'est intéressant de voir que Epstein était fréquentable. Ça aussi, c'est un criminel contre l'humanité qui est fréquentable. Et encore aujourd'hui, on se pose la question, on se dit, mais finalement, est-ce que c'est si grave que ça, par exemple, d'avoir été pris en photo avec lui en ce qui concerne Jack Lang? La Mhm. question est librement débattue dans nos médias, c'est-à-dire qu'en effet, je vais prendre la distance journalistique pure parce que je suis là en tant que journaliste, donc je vais dire vous Dieudonné, vous étiez moins fréquentable qu'un criminel contre l'humanité. Bon. Euh, et davantage condamné. Là aussi, c'est très curieux. Bon, Epstein a été condamné, mais c'est une seule condamnation. Et il se trouve, alors j'ai en effet une annonce à faire puisqu'il y a un scoop qui vient de paraître. Et à l'heure où on est là, il vient de paraître. Alors, je vais peut-être d'abord laisser la parole aux autres invités qui sont là aussi à titre journalistique, hein, comme Xavier Poussard qui a mené les enquêtes très approfondies. Mais après, si vous le voulez bien, je vous donnerai ce scoop très important qui vient de paraître et qui est lié bien sûr au contexte de la guerre, etc. Formidable. Bon, Xavier? Salut Diodo, Salut bonjour Xavier. à tous. Effectivement, l'actualité là qui marque, c'est effectivement l'attaque israélienne sur l'Iran, attaque qui survient dans un contexte qui est celui de la fête de Pourim, puisqu'il faut savoir que les gens qui sont à la tête de l'État d'Israël ont en fait une lecture
biblique des relations internationales et en fait veulent faire un calque de la fête de Pourim qui raconte la décapitation du pouvoir perse par les Juifs en utilisant la ruse, et toute cette histoire se finit par un massacre, et c'est cette fête qui commence lundi en Israël, et on voit toujours, d'ailleurs Netanyahou l'avait déjà dit à Vladimir Poutine en comparant le problème sa relation à l'Iran avec la fête de Pourim, ce à quoi Poutine avait répondu, mais c'était il y a 2500 ans. Donc en fait, on est sur un agenda complètement fanatique, avec un rôle très bizarre des États-Unis, et notamment de Donald Trump, puisqu'on se rappelle qu'il y a une semaine à peine, un de ses domiciliés les plus importants, qui s'appelle Tucker Carlson, et qui est une star des médias aux États-Unis, et qui a été nommé, si on veut, antisémite de l'année par l'association Stop Antisémitisme, était allé interroger en Israël. D'ailleurs, il avait été arrêté à son arrivée à l'aéroport Ben Gurion, était allé interroger l'ambassadeur des États-Unis en Israël, monsieur Mike Huckabee, et lui avait fait dire que le projet israélien était effectivement ce qu'on appelle le plan Yannon, c'est-à-dire le Grand Israël. Donc, ce qui était jusque-là une théorie du complot avait été officialisé. On voit qu'au début de la séquence iranienne, Mike Pompeo, qui est l'ancien directeur de la CIA, avait félicité les manifestants iraniens et les agents du Mossad qui les encadrent. Donc on a toujours cette phase de dévoilement qui apparaît, et à côté de ça, un Donald Trump dont on se demande quel est le rôle, puisque on voit deux affaires en parallèle, qui sont l'affaire Epstein et effectivement l'Iran, qui est un dossier qui court depuis des décennies, et sur lequel Donald Trump a toujours eu une position pacifiste. Il suffit de reprendre tous ses tweets, ses prises de position, etc. Et on ne comprend pas bien pourquoi Donald Trump s'aborderait en fait son second mandat, donc qui est forcément le dernier, à quelques mois des mi-termes. Donc en ce moment, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de choses qui sortent et qu'il faudra vérifier. Par exemple, on a appris aujourd'hui effectivement le décès dans un bombardement israélien de Mahmoud Ahmadinejad. Et je pense que cet épisode montre que c'est lui qui avait raison, puisqu'il faut se rappeler que l'ayatollah Khamenei avait lancé une fatwa contre le nucléaire militaire, alors que précisément Ahmadinejad voulait développer cette technologie, se doter du nucléaire militaire. Et on voit bien que tous les pays qui disposent de l'arme atomique sont laissés en paix par l'axe américano-sioniste de façon très claire. Et par ailleurs, lui, sa stratégie de soft power, c'était d'attaquer frontalement les mythes fondateurs de l'État d'Israël, c'est-à-dire d'apporter un soutien à la diffusion du révisionnisme au niveau mondial. Donc c'était ça les deux stratégies de Mahmoud Ahmadinejad, et il avait été écarté au sein du pouvoir iranien en faveur d'autres factions, puisque en fait la politique iranienne, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout une dictature, c'est très complexe avec des tas de tendances. Il y a des libéraux, des conservateurs, des religieux, des laïcs, avec des religieux qui peuvent être ouverts sur l'Occident, des laïcs qui peuvent être plus clairement anti-occidentales. Enfin, il y a beaucoup plus de diversité qu'en France, alors qu'en France, entre Manuel Valls et Laurent Wauquiez, il y a une feuille de papier à cigarette qu'on appelle Macron, en fait. Donc il y a beaucoup plus de liberté en Iran qu'en France, effectivement, et cette séquence, en tout cas, donne raison dans sa mort, qui devrait être confirmée, donc, à l'action menée par Mahmoud Ahmadinejad, puisque ses successeurs n'ont eu de cesse que de négocier avec l'Occident. L'accord conclu avec Obama, cette volonté de se tourner vers l'Occident, etc. Et les derniers événements prouve aux yeux du monde que ça ne sert plus à rien de négocier avec cet Occident Epsteinisé, quoi. Voilà ce qu'on peut dire. Ouais, c'est vrai. Et moi, je le connaissais dans le cadre de la culture. Mahmoud, il avait fait une sorte de conférence qu'il avait appelée Hollywoodisme, où il parlait, et c'était très intéressant, quoi, de cette troisième, enfin, je sais pas qu'on peut l'appeler, l'armée culturelle américaine et Hollywood,
qui s'était emparé de tout l'Occident et il voulait, avec d'autres pays d'ailleurs, l'Inde, la Corée d'ailleurs, qui a aussi d'excellentes équipes pour travailler sur les images et notamment les 3D. Et je me souviens qu'il y avait dans cette conférence plein de gens qui voulaient faire un cinéma qui était, c'était vraiment, il était sur plusieurs fronts, hein, Mahmoud, et puis il y avait aussi effectivement je crois, de se doter de cette arme de dissuasion, puisque là, aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Et effectivement, voilà ce qui se passe. Il est abattu froidement. Et puis avec cette cruauté, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on tue des gens et on en parle comme si c'était des animaux, quoi. Là, je rejoins un peu ce que dit Idriss. On sent bien qu'il y a quand même, de la part d'Israël et des États-Unis, une chosification de l'ennemi. C'est-à-dire que c'est devient juste un rat. D'ailleurs, ils l'ont appelé, je crois, le guide. C'est vraiment extrêmement raciste, cette attaque. Elle l'est profondément. Donc, bon, bah, c'était pour rebondir, mais on va laisser parler Marion, puis on reviendra ensuite à Idriss, alors qu'il va nous apprendre un petit peu plus avec ce scoop. Marion, je suis content de t'avoir dans ce live. Bonsoir, merci. Je suis contente de te revoir, Diodo, Xavier, cher Xavier, salut. Idriss, nous ne connaissons pas encore. Salut Sidati. Voilà, merci de me donner la parole. Je n'ai pas grand-chose à dire sur cette guerre à laquelle je ne comprends vraiment rien. Donc, j'attends. Je sais que le monde dans lequel on vit, c'est le monde de la désinformation. Donc, j'attends de voir quelques jours que la véritable information paraisse. Alors, je veux bien croire, bien sûr, vous me dites que Mahmoud Ahmadinejad est mort, je le crois, mais je pense qu'il est extrêmement difficile pour moi en tout cas, de me faire une idée de ce qui se passe vraiment. J'ai fait un jour un calcul de la surface comparée d'Israël et de l'Iran. Ça correspondait au nez de la Bretagne et du reste de l'Europe. Donc, je ne vois pas comment on peut menacer. Bonsoir Pierre. Je ne vois pas comment un petit pays comme ça, alors on sait bien l'Amérique, mais enfin bon, Israël reste quand même un pays avec ses quelques millions d'habitants qui est véritablement en danger. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas à quoi il joue. J'attends de voir. Je voudrais dire aussi que j'ai eu l'honneur, ainsi, d'être invité en Iran. J'ai fait un séjour à Téhéran et c'est un séjour qui a été particulièrement émouvant et j'apporte mon salut cordial à la population iranienne. Voilà. Ouais. Ce que je voulais dire, mon cher Dieudonné, c'est que pour pour parler du dossier Epstein, qui quand même à l'origine était le sujet pour lequel nous étions convenus que j'intervienne, je peux parler d'une version qui ne citera pas Rothschild et qui ne citera que Rockefeller, si tu veux qu'on en parle tout à l'heure. Voilà. Dans la connaissance que j'ai de ce qui se passe en Amérique, au niveau de cette pieuvre monstrueuse de chantage, de sexualisation forcée des populations, de monstruosité, ce que je vois, parce que j'ai lu les travaux de Judith Reisman et que je les ai notamment fait traduire et publier en France, je vois la main de la Fondation Rockefeller et j'ai l'impression que les Rothschild, ils sont essentiellement en Europe et probablement majoritairement en France, mais que l'Amérique, elle est entre les griffes de la Fondation Rockefeller, beaucoup plus que des Rothschild. Alors c'est très intéressant parce que j'étais pas loin d'arriver à la même conclusion quand on voit que c'est la première fois en presque 200 ans que le nom Rothschild est écorné dans la presse et que les Rothschild se sont pris une baffe dans le dossier Epstein puisque le nom apparaît de façon très claire et en termes de relations publiques c'est la pire affaire de relations publiques pour le nom Rothschild depuis peut-être 100 ans. Bon. Donc ça n'arrive pas par hasard et il se trouve que même Netanyahou l'a exploité puisque Netanyahou l'a exploité contre son pire ennemi politique qui est Ehud Barak où là il s'en est donné à cœur joie, il a exploité le dossier au maximum et il se trouve que certains noms dans la famille Rothschild, puisque c'est très grand évidemment comme famille, oui, avaient commencé à attaquer gentiment Netanyahou dans Haaretz, le grand journal de gauche en Israël, et avaient commencé à balancer quelques piques à Netanyahou. Et il n'est pas impossible que, quand on sait que le dossier Epstein est resté au moins 7 ans à pouvoir être édité, à ce qu'on choisisse, il y a eu au moins 7 années pour choisir ce qui sortait, concrètement. Et quand on sait qu'il y a eu 7 années d'édition, où on appellerait ça de montage pour un film, c'est-à-dire on a les rushs,
Et puis ensuite, on décide ce qui va faire la version finale. Et là, pour l'instant, la version finale qu'on a, c'est celle-là. Peut-être qu'il y en aura d'autres, parce que Thomas Messi vient de dire, Thomas Messi est très suivi, il a des millions de followers. Thomas Messi vient de déclarer « Aucune bombe sur l'Iran ne pourra faire oublier le dossier Epstein ». Voilà. Ça, c'est ce qu'a déclaré Thomas Messi. Donc oui, ça, c'est intéressant que vous disiez ça, parce que c'est en effet une conclusion qui me tente. Je n'ai pas dit que je suis arrivé à cette conclusion, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un rapport de force. Est-ce que vous voulez que je parle de l'information que je devais donner ce soir ou... Oui. Ravi d'avoir Pierre Jovanovic, au fait, parce que là, l'actualité lui a donné raison. Le cours de l'argent est reparti à la hausse. Le cours de l'or en Chine a tapé les 6 000 $ l'once. Donc là, c'est devenu assez brutal. Alors on parle là, puisqu'on est en direct, un grand spécialiste de l'exploration urbaine en français qui s'appelle Max von Croft vient de publier sur sa chaîne YouTube l'infiltration du Lolita Express. Donc il a infiltré le jet d'Epstein à Brunswick en Géorgie, là où il était censé avoir été à la casse en fait. Il était censé même avoir été détruit, pour être tout à fait honnête. Donc là, tout de suite, et toute notre audience pourra aller voir ça sur sa chaîne, il publie, et c'est le premier à l'avoir fait, une infiltration, évidemment illégale, du Lolita Express, où il a filmé tout l'intérieur. Alors, Max von Croft, il s'appelle. Max von Croft, c'est facile à retenir, c'est Max comme Mad Max, et puis Croft comme Lara Croft. C'est son choix. Max von Croft, et donc il a une chaîne YouTube. Il avait fait des infiltrations très très osées, par exemple le Fort Boyard. Il avait infiltré l'avion de Kadhafi, qui était l'avion de Saddam Hussein, qui était en Tunisie. Il avait fait plein d'infiltrations, et notamment le yacht de Jeff Bezos aussi. Je crois qu'une partie de l'équipe de sécurité de Jeff Bezos a été virée après qu'il ait infiltré son yacht, parce que attendez, si un YouTuber peut infiltrer le yacht de Jeff Bezos, ça va pas pour sa sécurité. Et oui, il a fait des selfies et tout. Enfin, voilà. Et là, il a donc infiltré le Lolita Express. Il filme ça. Et ce qui ressort clairement, c'est que ce n'est pas considéré comme une scène de crime. Il n'y a pas de scellé. La douche contient encore les produits de douche de Jeffrey Epstein. On voit notamment, comme dans le dossier Puff Daddy, on voit de la baby oil en grande quantité. Alors, on n'est pas au niveau de P. Diddy qui, lui, ramenait des palettes entières, mais parce que c'était un autre style. Puis, de toute façon, Epstein, il violait pas essentiellement dans son avion. Il trafiquait des mineurs dans son avion, mais il y avait un site précis qui était son île. Et qui, d'ailleurs, dépend pas de la juridiction. On voit pas la scène de crime avec les scellés, etc. Donc, c'est très intéressant de voir que, d'une part, cet avion a été vendu à la ferraille en 2018, n'est toujours pas détruit aujourd'hui. En fait, les seuls trucs qui ont été enlevés, c'est les réacteurs. Donc, il y a encore le transpondeur, par exemple, il y a encore la radio, il y a encore l'avionique, il y a encore les carnets de vol, il y a les carnets d'entretien, avec des mentions manuscrites. Tout ça, c'est des preuves. Tout ce que je vous raconte là, si vous n'êtes pas forcément familier avec une enquête pour crime contre l'humanité, mais partez du principe que c'est l'avion d'Escobar. Si c'est Pablo Escobar, il n'est pas dans cet état, l'avion. Il y a des scellés partout, le moindre post-it est utilisé, et on parle de la Colombie, qui n'est pas le meilleur pays du monde en termes d'indépendance de la justice, etc. Bon, la cathédrale d'Escobar ou son hacienda Nápoles, mais le moindre post-it pouvait être utilisé dans une enquête. Parce que dans un post-it, on pouvait avoir des empreintes digitales, une écriture. Là, on a des écritures manuscrites, les documents n'ont pas été prélevés. On a des fluides corporels, évidemment. Voilà, faut le dire, hein, on est dans l'avion d'Epstein, il y a des fluides corporels. Donc Max von Croft, il montre que sur le bureau d'Epstein, par exemple, à un endroit bien précis, c'est coloré, quoi. Voilà. À la lampe UV, ça c'est soirée mousse au Macumba, il y a tout ce qu'il faut. Bon. Et en fait, c'est là que ça va pas, c'est-à-dire que l'avion reste nickel, on retrouve du talc, de la baby oil, comme je vous l'ai dit, la rampe arrière est ouverte, il est facile d'infiltrer l'avion. Bon, Max von Croft, c'est un professionnel, attention, hein, mais ça va, c'est pas l'infiltration la plus dure qu'il ait faite. Bon. Et en fait, on voit, alors techniquement, l'épave, elle appartient au chantier de ferraillage de l'aéroport de Brunswick. L'aéroport de Brunswick, c'est à côté de Jekyll Island. Bon, là, en l'occurrence, je pense que c'est un hasard, hein, mais Jekyll Island, c'est là où les banquiers centraux se sont réunis, et Pierre Jovanovic connaît ça par cœur. C'est là que la Federal Reserve a été inventée.
Mais on n'est pas en plein désert, c'est ça que je veux dire. Hein. On est dans un endroit, d'ailleurs, pas loin, il y a l'avion de John Travolta. Vous avez aussi l'ancien jet de Frank Sinatra qui est un peu dans une zone d'ombre légale, quoi. Bon, il est là comme ça. Donc, c'est des avions de stars. Et les documents de bord sont intacts. L'avionique aussi, comme je vous l'ai dit. L'avionique, ça parle. Hein. On peut faire dire plein de choses à l'avionique. Hein. C'est une pièce à conviction. Hein. Bon, elle est là. Elle est là. Max von Croft, il aurait pu l'enlever, l'arracher, partir avec. Évidemment, c'est pas un voleur, le mec, il a pas fait ça. Hein. Techniquement, ça lui appartient pas, donc il a rien pris. Il m'a dit qu'apparemment, selon lui, d'autres journalistes ont pris des trucs parce qu'il avait fait des repérages, il a vu des objets qui se sont mis à manquer. Donc, il y a plusieurs personnes qui commencent à aller sur l'épave maintenant. Ah. On a perdu Idriss. On a perdu Idriss et son épave. Alors juste avant que Idriss, pardon, je voulais vous dire bonjour vas-y. à tous. Voilà, bonjour Marion. Hein, désolé, voilà. Ouais. Bon ben voilà. Vas-y Idriss. Je disais, il y a plusieurs journalistes qui sont en train d'y aller. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a parce que la question, c'est la destruction de preuves, etc. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'enquête et on est sur le sol américain. C'est ça le grand truc. Il y a un autre endroit où l'enquête vient juste de commencer, c'est le Zorro Ranch. Donc le Zorro Ranch, c'est plus grand que Paris. Hein. Le Zorro Ranch d'Epstein, c'est plus grand que la ville de Paris. Quand on regarde par satellite, il y a des bouches d'aération, il y a des systèmes d'aération. En fait, il y a des souterrains, c'est sûr. Voilà. C'est un ranch avec des souterrains, c'est absolument certain. Ça ne se discute pas. Il y a des galeries souterraines dans ce ranch. Et la société qui possède ce ranch a gagné 2 fois la loterie. Ça, c'est quand même... Dis donc, il a gagné 2 fois la loterie. Moi, je me rappelle de Robert De Niro dans Casino qui dit, attends, la machine à sous, il y a une chance sur 1 million de gagner. Si elle gagne 2 fois, c'est une arnaque. Si elle gagne 3 fois d'affilée, c'est une arnaque. Il faut tout débrancher, il faut arrêter. Eh bien, Epstein se vante dans ses emails de faire des fraudes financières. Il le dit clairement, c'est génial, on fait des fraudes financières, on gagne beaucoup de pognon, etc. Il s'en vante, voilà. On commence à avoir des enquêtes là-dessus. Hein. Il y a Jane Street, par exemple, Jane Street qui faisait beaucoup de fraudes financières, qui a été virée d'Inde pour ça. Ils arnaquaient les petits porteurs, ils truquaient le cours du Bitcoin. Jane Street, il commence à leur arriver des trucs. Donc voilà, alors, il a trouvé par exemple Max von Croft, je vous donne un peu tous les détails. Donc lotion pour bébé, et je pense pas que c'était parce que Epstein faisait du babysitting. Hein. Bouteille de Listerine, donc là aussi on peut avoir toute chose d'ADN, hein, parce que en gros son bain de bouche, vous savez, la Listerine, c'est pour se laver la bouche, était encore là, quoi. Alors vraiment, quand vous avez par exemple un cambriolage, vous récupérez un cheveu, ils expliquent ça dans Ocean's 12, hein, mais c'est vrai, hein, c'est exact. Vous récupérez un cheveu, vous dites, on sait quelle lotion il met, on sait s'il met de l'après-shampoing, etc. Enfin, c'est vraiment chaque truc compte, quoi. Et là, on a un avion rempli de preuves avec des taches de fluide corporel, avec la totale. Ça va. Il est toujours à Brunswick. Et quand vous regarderez la vidéo, après ce direct, vous regarderez la vidéo de Max von Croft, vous allez dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je rappelle que Epstein, en effet, mais ça on en avait déjà parlé, Bill Clinton a volé 23 fois sur cet avion. L'avion dont on parle, l'avion qui a infiltré Max von Croft, Bill Clinton a volé 23 fois dedans. Bill Clinton a reçu à la Maison-Blanche 17 fois Jeffrey Epstein. Comme l'explique Xavier Hofer, un pape, on ne le reçoit pas 2 fois à la Maison-Blanche. Le pape. Bon, là, c'est un criminel contre l'humanité, parce que, encore une fois, l'ONU nous dit bien, parce qu'on n'a pas besoin de l'ONU pour savoir que c'est un crime contre l'humanité, ce qu'il a fait, mais il n'y a pas de problème. Bon, c'est un criminel contre l'humanité. Il est reçu 17 fois à la Maison-Blanche. OK. Et puis alors, comme vous le savez, hein, son corps a été brûlé. Alors bon, c'est pour les musulmans comme pour les juifs, la crémation est interdite. Vous me direz, je pense pas qu'Epstein ait été très très observant. Ça m'étonnerait pas qu'il ait bouffé des cheeseburgers, ce qui est pas cachère techniquement. Je vois mal Epstein être un homme de religion. Honnêtement, quand on voit ses emails, voilà, c'est un suprémaciste raciste avec une interprétation génétique précise, mais son rapport à Dieu, honnêtement, je veux pas juger, hein, mais je me permets d'avoir des doutes. Je rappelle aussi que Ghislaine Maxwell a la nationalité française, hein, donc quand on vous dit qu'il n'y a pas de volet français, bon, très bien. Et puis vous avez bien sûr ce grand débat, faut-il prononcer Steen ou Stein? Alors oui, on dit Steen aux États-Unis, mais pour moi le côté le plus vicieux, c'est de faire oublier le volet français. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un volet français et que ce volet français, on ne va pas le faire disparaître comme ça. Ghislaine Maxwell, elle est française, et il se trouve que pour le volet français, les amis d'Epstein l'appelaient Epstein. On a les correspondances, on a les enregistrements. Les amis français d'Epstein l'appelaient comme ça.
Donc, le fait d'avoir changé le nom au dernier moment, c'est aussi pour dire qu'il n'y a pas de volet français, alors que le plan de vol du Lolita Express montre clairement, parce que cet avion que Max von Croft a infiltré, mais il a atterri à Charles de Gaulle, hein. Il a atterri au Bourget, il a été dans plein d'endroits. Donc, c'est une pièce à conviction pour la France aussi, parce que rien ne dit qu'il n'y a pas eu des viols dans cet avion sur le territoire français, par exemple. Donc, un procureur français pourrait tout à fait être en droit de demander à voir cette bouteille de baby oil qui traînait dans l'avion, ou de façon plus intéressante, l'avionique, les appareils électroniques pour vérifier où, quoi, comment, etc. Bah ça, non. Non, en fait. Et ce qui ressort, c'est que, voilà, il y a eu un trou noir d'enquête parce que Epstein, on le sait, bossait avec les services et que donc il avait une carte d'amnistie permanente. En fait, on se demande même comment il a pu se faire choper. Et c'est limite un malentendu quand on regarde l'histoire. La raison pour laquelle il s'est fait choper, c'est un truc, c'est de la subtilité, quoi. C'est le destin. Il s'est passé quelque chose. Pierre Jovanovic parlerait d'ange gardien. Il y a eu une intervention. Il n'était pas censé se faire choper. C'est une lycéenne il y a eu des plaintes de lycéennes à Miami qui ont permis d'ouvrir une enquête et qu'on fait qu'à un moment donné, c'était plus possible. Mais c'est vraiment la partie émergée de la partie émergée de la partie émergée de l'iceberg. Donc, voilà pour l'instant ce que je devais vous donner ce soir. Il y a plein d'autres sujets, bien sûr. Je ne sais pas si on aura le temps de tout parler. J'ai pas mal monopolisé la parole. Mais, je sais pas, rendez-vous compte que l'avion d'Escobar, il aurait été... enfin, vous auriez vu des fils de scellés partout. Et puis des gardes devant. Et voilà, le truc aurait été gardé 24 heures sur 24. Non, là ça va. Et en fait, si Max avait voulu, il aurait pu repartir avec le transpondeur, il aurait pu repartir avec l'avionique de bord, il aurait pu repartir avec une bouteille de baby oil ayant appartenu à Jeffrey Epstein ou des prélèvements ADN, parce que là-dedans, bien sûr, vous avez tout un tas de victimes putatives. Je rappelle pour conclure que aucun des trafiquants, aucun des clients d'Epstein n'a été condamné en justice. Même le prince Andrew n'est pas condamné pour ça. Le prince Andrew, il est condamné pour intelligence avec une puissance étrangère et délit d'initié, parce qu'il a donné des éléments financiers qui ont permis, et comme Mendelssohn d'ailleurs, qui ont permis à Epstein de faire des fortunes, mais il n'est pas techniquement mis en examen pour pédocriminalité. Ok, non mais c'est très intéressant, effectivement. Ouais. On s'étonne d'ailleurs du fonctionnement de la justice. Déjà, en 2008, il avait eu un traitement particulièrement favorable. Enfin, et puis même son incarcération, c'était étrange. Enfin, bon, il est clair que de toute façon, ce dossier-là, c'est une implosion de tout le système occidental. C'est comme ça que moi je le vois. C'est-à-dire que là, on arrive, et c'est étonnant que tout arrive en même temps. Alors peut-être que Pierre, tu n'as pas encore pris la parole, tu peux peut-être nous dire ce que tu en penses, justement, le volet français de cette affaire et de ce dossier. Tu peux peut-être nous en parler. Bah écoutez, vous m'entendez bien là, c'est bon? Oui. Voilà, bah merci à vous deux, puis bonjour, hein, aussi bien à Xavier, à Idriss, à Marion et à Sidati. Alors j'ai un petit scoop aussi pour vous. Je pense que ça ne vous étonnera pas d'ailleurs, puisque a priori la tête d'Ariane de Rothschild est tombée. Et donc c'est Alexandre de Rothschild qui va reprendre la direction de la banque. C'est-à-dire que c'est l'affaire de vos vidéos, de mon pétage de plomb entre guillemets sur GPTV, et toute la pression de tous les réseaux sociaux, en fait, on fait énormément de bruit au sein même de la banque. Beaucoup d'employés, de salariés de la banque étaient absolument dégoûtés de découvrir que leur patronne était en lien avec ce proxénète complètement fou. C'est un criminel, je veux dire, qui joue au médecin. Là, j'ai une photo d'Epstein en train avec des amis qui font une chirurgie dans l'appartement de l'avenue Foch, par exemple. Donc on est dans l'horreur la plus totale. Marion connaît ça. Et figurez-vous que même Bloomberg a fait une dépêche. C'était de mémoire, je pense que c'était vendredi. Je reviendrai dessus dans la revue de presse de ce lundi. Et Bloomberg disait que Ariane de Rothschild était en panique parce que les clients
de la banque, hein, je rappelle, qui a grosso modo, enfin, estimé 130 milliards de dollars ou d'euros en gestion pour les clients privés, les clients partaient. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont dit on s'en va. Voilà, on s'en va. Vous êtes des criminels. Vous faites vous, comme l'a rappelé Idriss tout à l'heure, vous avez fait des délits d'initiés, parce qu'on n'a pas assez insisté sur les délits d'initiés d'Ariane de Rothschild avec Epstein. On connaît les délits d'initiés j'en ai déjà parlé, mais je le rappelle vite fait, les délits d'initiés de Bill Gates, parce que sa fondation est obligée de publier ses comptes, mais la banque d'Ariane de Rothschild, elle, évidemment, tout ça est passé comment dire, sous le secret. Hein. Oui. Alors, et la deuxième information, parce que je l'avais couvert à l'époque en tant que journaliste, parce que j'étais dans l'équipe de journalistes pour couvrir l'élection celle qui va permettre à Bill Clinton d'être élu. C'est comme ça que j'avais rencontré tout à fait par hasard Nancy Pelosi. Et ce que j'ai vu effectivement, vous vous souvenez de l'affaire Lewinsky? Alors pour rappel, c'était une stagiaire de la Maison Blanche, etc. Puis ils ont voulu destituer Bill Clinton. Hein, bon, les jeunes ne se rappellent pas de ça, mais c'était un scandale absolument énorme aux États-Unis. Hein, Bill Clinton qui dit je ne connais pas cette femme. Hein, voilà. Puis ensuite, oui, bon, finalement, je l'ai un peu tripoté, et ainsi de suite. Bref, ça a été un tel scandale, et la seule chose que Clinton a trouvé pour stopper à l'époque, c'était pas les réseaux sociaux, mais c'était déjà les débuts d'Internet, c'était de déclarer la guerre à ce qu'on appelle à l'époque la Yougoslavie. Donc ils ont bombardé Belgrade, et du jour au lendemain, l'Amérique en guerre, tous les drapeaux d'or, etc. Et terminé, il n'y a plus d'affaire Lewinsky. Eh bien, qu'est-ce que vous avez vu ici? Vous avez vu exactement le même procédé, c'est-à-dire avec l'affaire Epstein, la tension est devenue telle que, et manifestement, Israël fait chanter Trump de manière vraiment très très forte, et bien pour effacer l'affaire Epstein des réseaux sociaux, ils ont bombardé effectivement l'Iran. Voilà. D'ailleurs, je rappelle que Shabbat, ils sont pas censés toucher l'électricité de mémoire. Mais ça ne les a pas empêchés effectivement d'aller les bombarder un samedi. Enfin bon, donc c'est exactement la même chose. C'est-à-dire l'affaire Epstein est toujours là. C'est le socle qui tient tout ça. Et je ne sais pas combien de temps cette guerre va durer, mais en tout cas, c'est clair que c'est pour effacer le dossier Epstein. Et juste je finis là-dessus pour notre ami Idriss. À l'époque déjà, quand je travaillais sur le dossier Epstein et qu'on a publié le livre de Diane Howard, Diane Howard a montré que l'avion d'Epstein, celui dont parlait Idriss, en fait, même si on peut changer l'immatriculation de l'avion, hein, c'est un peu comme pour une voiture, grosso modo, eh bien, le numéro du moteur, enfin, le numéro de l'avion, eh bien, c'est un ancien avion de la CIA, qui, en fait, avait servi, entre autres, notamment à un moment donné, il se servait pour transporter les prisonniers dans l'île de Guantanamo, ou alors pour torturer les prisonniers, mais en l'air, c'est-à-dire voilà ce qu'ils ont toujours fait. Donc voilà, c'est un avion de la CIA, et c'est la CIA qui lui a donné. Voilà, je le rappelle. Ouais. Voilà. Si tu me permets juste une incise, Pierre, je ne veux pas monopoliser pareil. Non, mais j'ai fini. Honnêtement, très personnellement, je vais le dire de façon très courte. Là, tout de suite, ce que fait Trump en Iran, en ce qui me concerne, je suis assez dans le flou. Bon, vous savez ce qu'on dit, la vérité est un miroir brisé, chacun en possède un petit morceau. Et là, il se joue quelque chose, en fait, entre les partisans de la paix et les partisans de la guerre à l'échelle mondiale. Pas seulement. Là, on est dans un moment de bifurcation où c'est plus Washington contre Téhéran, c'est la paix contre l'éradication, contre une guerre mondiale, contre un champignon nucléaire qui monte dans le ciel. Il y a des gens qui le demandent, on sait qu'il y a des gens qui l'appellent de leur vœu, il y a en effet des eschatologistes de tous bords, y compris chez certains protestants américains qui considèrent que c'est une chose.
Et on a là ces forces qui s'opposent avec des hommes de paix dans les deux camps. On peut en trouver dans chaque pays, même les plus belligérants, même les plus dangereux. Et je peux pas dire aujourd'hui qui va gagner. Alors, je peux juste rapporter la thèse d'Alexis Cossette-Trudel sans dire qu'elle est vraie ou fausse. C'est juste que selon Alexis Cossette-Trudel, Trump serait en train d'essayer de faire une guerre spectacle. Alors, si c'est le cas, en tout cas, elle ne sera pas terminée lundi, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est avant que les bourses ferment. Et ce qui irait en faveur de cette théorie, il y a des choses qui vont contre cette théorie, clairement. Hein. Notamment la frappe sur une école, 80 enfants, mais il se trouve que cette frappe n'est pas américaine. Bon, ce qui permet aussi de tirer des conclusions. Mais alors attends, parce que moi, de ce que j'ai vu, c'est majoritairement que des postes d'Israéliens, hein, etc. Donc, méfions-nous. Hein, la vérité, c'est toujours la victime, hein, on le sait. Ouais, cette frappe en l'occurrence. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, les deux choses, parmi les quelques trucs qui plaident en faveur de cette théorie, ce n'est qu'une théorie. Hein, c'est le fait qu'il ait voulu attaquer justement un vendredi soir pour que les bourses soient fermées en se disant avec un peu de bol, dès lundi on a négocié puis c'est plié, alors que George Bush, par exemple, George Bush il s'en foutait complètement d'attaquer. Il a attaqué un jeudi, enfin il a attaqué dans la nuit du mercredi au jeudi pour l'Irak par exemple, et les bourses il s'en foutait. Et l'autre truc bien sûr c'est qu'il y a zéro troupe au sol, c'est que Trump n'a absolument aucun contingent qui est prêt à débarquer en Iran. Il n'y a aucun plan de débarquement en Iran. Il n'y a aucun plan d'occuper physiquement l'Iran. Ah, évidemment, leur but, c'est soi-disant que la population iranienne joue le rôle de l'armée américaine, mais on voit bien que ça va pas marcher comme ça, quoi. Il y a des manifestations aujourd'hui. Idriss, je veux dire, tu connais bien le général Patton. Hein, sa théorie, c'était tu peux bombarder un pays autant que tu veux, tant qu'il n'y a pas de troupes au sol, ça ne sert strictement à rien. Et il se trouve que je la connais et Trump la connaît aussi. Donc, bien sûr. Il y a certaines théories, encore une fois, j'insiste, c'est pas, je ne sais pas si elles sont vraies ou pas, mais qui disent qu'en fait, peut-être que Trump sera en train d'essayer une dernière tentative de faire une guerre spectacle pour apaiser en quelque sorte le démon qui veut des sacrifices humains, quoi. Avant que ça ne vire à la vraie guerre totale complète, où là on parle en millions de morts, là on parle un Iran rayé de la carte, on parle ce que veut Netanyahou, c'est ça clairement. Et est-ce qu'il va y arriver? Ce que je sais en tout cas, c'est que si on a autant d'audience, parce que là vous faites des audiences spectaculaires, il faut dire aux gens que là aujourd'hui c'est plus un camp contre l'autre, c'est la guerre contre la paix, c'est l'extermination de l'humanité. C'est le grand, d'ailleurs dans les emails d'Epstein c'est assez clair, hein, il y a des échanges avec Peter Thiel où il dit ce qui serait génial, ça serait de faire tout s'effondrer pour qu'on puisse racheter les actifs planétaires. Absolument. Délit d'initié Délit d'initié à un niveau pour la Libye, pour la Grèce, ça n'arrête pas. Voilà, mais à un niveau méchant de James Bond, quoi. On est à un niveau Spectre, quoi. Tu fais péter la ville, tu fais la guerre pour tout racheter à bas prix. C'est ce qui est un conseil en bourse, qui d'ailleurs est un conseil des Rothschild au passage, c'est acheter quand il y a du sang dans la rue, même si le sang est le vôtre. Mais oui, on voit qu'ils disent clairement ça, effondrement total pour pouvoir racheter des actifs, des ports, des trucs à bas coût. Encore une fois, je ne sais pas si la théorie d'Alexis Cossette-Trudel est vraie ou fausse, mais elle a de vrais arguments qui peuvent la défendre, comme elle a de vrais arguments qui peuvent l'attaquer, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ce que je sais, c'est que là, on a atteint un point où c'est plus A contre B, c'est extermination contre paix. Et l'année 2026, alors je rentre même pas dans l'aspect eschatologique et tout, mais l'année 2026, avec en plus les tempêtes solaires, etc. Et on sait que l'héliobiologie, les Russes l'ont beaucoup étudié, on a des cycles comme ça où la polémologie, le nombre de guerres sur Terre augmente et est corrélé aux activités solaires. C'est pas du tout une légende, c'est connu. Hein. Et on est dans une période extrêmement chaude qui est comparable à celle, par exemple, de l'Irak en 2003. Donc, survivre à 2026 pour l'humanité, ça va nécessiter de mobiliser toutes les bonnes volontés. Mais j'en dis pas plus. Juste pour aller dans le sens d'Idriss, parce qu'il y a un mail d'Epstein qui est très peu de temps avant son arrestation d'ailleurs, où il dit, hein, je l'ai sauvé là sûrement, où il dit si jamais il m'arrive quelque chose ou s'ils veulent ma tête, je vais déclencher la guerre contre l'Iran. Ouais. C'est dans ses mails. Et ça date de mémoire de 2018 ou 2019, je ne sais plus. Donc, parce que comme il fait chanter tous les sénateurs et tous les représentants américains, donc il a de quoi effectivement les obliger à voter pour la guerre. Or, là, Trump, en fait, il est parti en guerre sans même leur demander leur avis. C'est encore plus extraordinaire. Non mais, Pierre,
Idriss, Pierre, ce qui crée l'inconnu, il y a l'inconnu qui est le résultat des choses qui sont contradictoires. C'est-à-dire, quand on étudie l'affaire Epstein, on voit quoi? Que Trump est décrit comme le lanceur d'alerte. Il est présenté par les avocats comme le seul témoin qui les a aidés. Il a médiatisé lui-même l'affaire Epstein en 2015 en fanfaronnant sur Clinton qui aurait des problèmes à cause effectivement de l'île d'Epstein, etc. Donc en fait, il apparaît comme un moteur dans l'affaire Epstein. Et d'un autre côté, il y a le dossier iranien, dossier sur lequel il a toujours été le candidat de la paix. C'est-à-dire que c'est pour ça que les Américains l'ont élu. C'est pour en finir avec les guerres sans fin, avec des interventions ponctuelles qui deviennent des guerres et qui deviennent des guerres sans fin. Donc en fait, il y a une énorme contradiction. Donc ensuite, tu évoquais la thèse Alexis Cossette, mais que j'ai entendue aujourd'hui, par exemple, dans la bouche d'Andrew Tate. Oui, tout à fait. Bon, il la reprend, tu sais. Il a pas, voilà, qui est lui intégré dans l'écosystème des influenceurs qu'on appelle MAGA. Ensuite, il y a une constante des mandats de Donald Trump, et là je vais prendre un propos de Kissinger qui date de 2017, qui dit: pour comprendre l'administration Trump, c'est pas très compliqué, c'est une guerre entre juifs et non-juifs. Kissinger, 2017. Cette phrase-là, on la retrouve dans les mails d'Epstein, dans la bouche de Michael Wolff, qui est un des principaux adversaires dans le champ médiatique de Donald Trump, et il dit à Epstein, dans le mail, l'administration Trump, il le dit quelques mois après, en janvier 2018, c'est un mail de janvier 2018, Michael Wolff à Jeffrey Epstein, l'administration Trump, c'est une guerre entre juifs et non-juifs, et les juifs sont en train de la gagner. Donc lui, il complète la phrase de Kissinger. Donc on a en fait des répétitions de séquences. Honnêtement, j'ai eu par exemple aujourd'hui des militaires qui ont été en opération dans ce genre de mission du type commando marine, etc., qui me dit techniquement qui ont participé à l'élimination de Kadhafi, quoi, des types sérieux. Bon, enfin opérationnel. Il me dit opérationnellement, je vois pas comment on peut liquider le gouvernement d'un pays en 48 heures. Donc il y a énormément d'inconnus. Effectivement, on sait que les Américains, c'est aussi ce qu'on appelle la société du spectacle. Tu faisais référence à la guerre en Serbie qui était intervenue à cause de l'affaire Lewinsky. Et parallèlement sortait au cinéma, parce qu'il y a toujours le côté hollywoodien de l'affaire, ce film qui s'appelle Des hommes d'influence, où un homme politique, pour échapper à un scandale sexuel, faisait tourner une guerre en studio à Hollywood, film avec Dustin Hoffman, absolument. Et Robert De Niro, qu'il faut absolument avoir vu pour comprendre comment fonctionne la politique américaine. En tout et cas, d'ailleurs, attends, permets-moi juste de faire une parenthèse, puisque dans ce film, en fait, on a vu le scénario qui a été établi à partir de 2002-2003, quand on a vu des migrants arriver en Grèce. Hein, je me souviens très bien. Et en fait, c'était le film comment dire, avec Dustin Hoffman. Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Oui, tu voyais qu'Hollywood avait répété ce qui se passerait dans la vraie vie. Oui, voilà, tout à fait. Pour rester sur les choses factuelles, parce qu'il y a quand même une propagande médiatique qui est quand même assez fascinante, c'est-à-dire que tous les médias qui passaient leur vie à chier sur Trump, tout d'un coup décident que Trump, en fait, c'est génial. C'est-à-dire que c'est le sauveur. C'est-à-dire qu'au moment où les peuples du monde sont horrifiés de voir que Trump suit Israël dans une aventure qui peut mener à la Troisième Guerre mondiale, on voit tous nos médias. Finalement, Trump a retrouvé la raison. C'est-à-dire que là, il y a quand même un problème de perception entre les populations. Ça montre qui contrôle tous les médias. Voilà. Alors, deuxièmement, il y a un autre narratif qui est le problème du nucléaire iranien. Alors, ce qui est jamais dit, c'est qu'il y a un pays dans la région qui a l'arme atomique et qui n'a pas le droit de l'avoir, mais qui n'est jamais visé par des visites de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, c'est l'État d'Israël. D'ailleurs, je signale, pour revenir, pour faire un peu de boucle sur Epstein, que c'est Robert Maxwell qui avait donné aux renseignements israéliens, puisqu'il était l'Israël Super Spy, Mordechai Vanunu, dans les années 80, qui avait fait fuiter dans la presse britannique, dans le Sunday Times, le programme
nucléaire militaire israélien à Dimona. Et à ce moment-là, Robert Maxwell, qui lui avait une position importante via le Daily Mirror, avait utilisé sa position pour harponner Vanunu et en fait le vendre à l'État d'Israël. Et Vanunu avait fait 18 ans de prison. Et alors, pour compléter une autre idée d'Idriss Aberkan sur effectivement l'idée du James Bond, hein, on sait que par exemple le personnage dans Tomorrow Never Die, c'est-à-dire Demain ne meurt jamais, c'est-à-dire c'est un patron de presse qui veut organiser une guerre entre, il me semble, les États-Unis et la Chine, de mémoire. Et on a demandé à l'auteur, est-ce que vous inspirez de Rupert Murdoch? Il avait dit non, c'est pas du tout Rupert Murdoch, c'est Robert Maxwell. Donc quand on dit qu'on est, moi, en bossant sur l'affaire Epstein, j'ai souvent eu l'impression effectivement d'être dans un James Bond, parce qu'on voit en fait. C'est un James Bond. Ce côté, mais c'est tous les James Bond compilés, tu veux dire, c'est pas un James Bond, c'est une compilation de plusieurs James Bond. Donc, enfin, en tout cas, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on a encore une fois un dysfonctionnement médiatique total. On voit que l'ONU ne sert plus à rien, donc on a quand même cette implosion des structures de préfiguration du nouvel ordre mondial qui avait été mise en place depuis 1945, qui implose totalement. Quel est le rôle de Trump? Alors là, soit il est fou, soit il se suicide politiquement et aux yeux de l'histoire, soit il y a autre chose. Et ça, c'est la réponse nous sera donnée certainement dans les jours à venir, sachant que les fois précédentes, parce qu'on a quand même un retour de 10 ans sur Trump, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu des phases similaires, on a eu un résultat assez de bombardement symbolique, mais à suivre. Et pour l'instant, Trump. Qu'est-ce que tu montres, Pierre? Pierre, qu'est-ce que tu montres? Pardon, Idriss, juste, je rebondis sur le propos de Xavier, c'est-à-dire que en fait, je sais pas, puisqu'on parle des médias, hein, voilà, et du film de James Bond, eh bien aujourd'hui c'est Larry Ellison, donc qui est un sioniste de première, ancien PDG et fondateur d'Oracle, hein, la plus grande base de données utilisée dans le monde entier, je le rappelle. Donc voilà, ils ont racheté CNN. Hein, voilà. Aujourd'hui, ils contrôlent CNN, CBS News, hein, HBO, Warner Brothers, rien que ça, TNT, Food Network, Skydance, Paramount, enfin bon, il y en a à peu près une vingtaine. Donc aujourd'hui, eh bien, effectivement, quasiment la totalité des grandes chaînes de télé et studios Hollywood sont sous le contrôle de Larry Ellison, sioniste, qui finance Tzal. Voilà. Donc on est bien dans un James Bond. Ouais. Il y a peut-être un autre paramètre, c'est la justice aussi, le rôle de la justice. De qui? Non, mais c'est passionnant de voir à quel point la justice, elle est quand même responsable en grande partie. Là, on le voit bien. Il y a un mec qui me disait, c'était Jakubowicz, il me disait un jour, et les médias l'ont condamné, la justice devra suivre. Et on voit bien à quel point la justice aujourd'hui, elle est vraiment. Et je pense que Trump, on peut lui reprocher ce qu'il veut, mais c'est la loi du plus fort. Au moins, il ne s'encombre pas avec l'hypocrisie d'une justice ou de droit de l'homme ou je ne sais quoi. La justice, le rôle de la justice, là, c'est passionnant parce qu'en France, alors évidemment, on a Macron qui nous dit que c'est une affaire américaine, l'affaire Epstein, mais la justice, les procureurs, qu'est-ce qu'ils font? Alors là, je viens d'apprendre, et c'est Pierre qui vient de nous l'apprendre, que Ariane de Rothschild serait écartée, ou tout du moins peut-être dans un placard. Ça c'est intéressant parce que là c'est plus un fusible, là c'est le disjoncteur, là c'est quand même, enfin on s'approche du disjoncteur là. C'est-à-dire que cette personne qui a, en ce qui me concerne, on la voit sur des photos très proches de Manuel Valls au moment où tout m'arrive, moi. Que cette personne soit inquiétée, c'est nouveau. C'est nouveau. Alors, elle n'est pas inquiétée par la justice. Là, pour l'instant, c'est les clients de la banque, si je comprends bien. Voilà. C'est parce que les clients s'en vont. Donc, ils partent, ils font sortir des milliards. Donc, alors là, effectivement, Edmond Rothschild, elle panique. Là. Mais vous n'êtes pas inquiété quand même. Ça ne vous inquiète pas le fonctionnement et le rôle de la justice quand même.
Alors, la justice internationale, bon, elle a été piétinée, elle n'existe plus. Mais la justice en France, c'était quand même l'un des piliers du vivre ensemble. Qui est à l'Élysée Qui est à l'Élysée? Quel couple est à l'Élysée? Et le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Voilà, et en nommant les magistrats. Donc c'est assez clair. Donc sur ce genre d'affaires, c'est le syndicat qui est au pouvoir. Donc rien ne bougera jamais. Ils sont le comment on appelle ça, le paratonnerre du réseau au niveau mondial. Dès qu'il y en a un qui se fait choper aux États-Unis, il se réfugie en France. Polanski, tous, ils se réfugient tous en France. Ah, c'est très intéressant. Attends, la pourriture de la justice, chers amis, la pourriture de la justice, elle n'est pas d'aujourd'hui et elle n'est pas que de France. Moi, je regarde dans les dossiers qu'a étudié Judith Reisman à quel point la justice peut avoir été infiltrée et pourrie de l'intérieur. Alors, je ne mets pas tous les juges dans le même panier, mais c'est pareil en France. Je veux dire, l'opposition la plus odieuse, la plus abominable à toute autorité sous l'Ancien Régime, je pense au règne de Louis XV et au début du règne de Louis XVI, ce sont les juges. Et les juges, je l'ai écrit, j'ai fait des études là-dessus, c'était des pédos. Hein. C'était des pédos, c'était des pédophiles. Alors, je ne mets pas tous les juges dans le même panier, ça n'est pas mon propos. On l'a vu, Marion, on l'a vu avec le juge. Ce sont ceux qui dirigent. Tu dis, Pierre? Oui, on a vu avec le juge qui a prostitué sa fille de je ne sais plus quel âge. Au final, il pourra plus exercer. Non, mais la pourriture est là, la pourriture est là-dedans, c'est clair. Et je vois dans les travaux de Judith Reisman, Judith Reisman, elle a dit à un moment donné, il y a plusieurs commissions d'enquête qui ont voulu enquêter sur cette sexualisation de la société, sexualisation des enfants, etc. Il y a eu plusieurs commissions d'enquête qui ont été commencées et elles n'ont jamais pu aboutir. À un moment donné, le système s'est trouvé, le système qui défendait Alfred Kinsey s'est trouvé tellement fragile que Alfred Kinsey, il a pris l'avion, il est parti quelque part en Amérique latine, et des gens se sont dit on va attaquer les choses différemment, on va attaquer la justice, on va attaquer au cœur de la justice, et il y a des magistrats qui s'y sont collés, et ils ont révisé le code pénal, tout ce qui était interdit et considéré comme mal dans l'ancien système est devenu obligatoire à partir de la maternelle. Ouais, et puis le verre est dans le fruit, je dis, c'est la justice pourrie, la pourriture de la justice, c'est au cœur. Qu'est-ce que tu montres? Alors, juste... Non, attends, je voudrais terminer. Oui, non, vas-y, parce que ça va dans ton sens. Le mal est au cœur de la justice. C'est au cœur du système. C'est comme ça que ça fonctionne. L'ancien régime est tombé sous le coup de boutoir de la justice, d'une justice, mais pourrie. Et je ne dis pas que tous les juges étaient pourris, mais ceux qui sont pourris, ce sont eux qui dirigent, ce sont eux qui sont aux commandes et qui sont capables à la fois de faire des broncades qui font que le royaume n'était plus gouvernable, et puis par derrière, c'est eux qui se tapaient les doigts. Ça, alors là, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle le gouvernement des juges. C'est impressionnant de voir à quel point la justice, l'ingérence de la justice et des décisions de justice dans la vie politique française. On l'a vu depuis Fillon, mais tout le temps, là, avec Le Pen et tout ça. Et aujourd'hui, c'est intéressant de voir que dans cette affaire, en fait, entre médias, justice, politique, ce triangle infernal, où finalement, dans l'affaire Epstein, ils sont tous plus ou moins liés, quoi. Et ils sont... L'affaire Jack Lang, Caroline et Jack Lang devraient être immédiatement mis en examen, ne serait-ce que par le fisc, par l'organisation de blanchiment via les îles Vierges, je ne sais plus lequel, via Epstein. J'ai eu des hélicoptères au-dessus de chez moi et 80 flics pour 27 000 € de TVA. Mais ils sont où L'heure de vol, plus les salaires des gendarmes, à mon avis, ça a dû coûter plus de 60 000 €. Ouais. Non, mais c'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire que moi, je me suis fait condamner pour des blagues. Je suis interdit de spectacle. On met à la disposition de l'administration des services de police colossaux 80 gendarmes, pour faire arrêter, même pas arrêter, pour me notifier simplement donc un arrêté préfectoral.
qui est, en l'occurrence, si je ne le respecte pas, c'est contraventionnel, c'est 135 euros. Non mais, on est dans un monde absolument incroyable, fou. Et alors cette affaire Epstein, effectivement, l'Empire n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos. Et il semblerait bien que cette affaire Epstein soit l'allumette qui allume l'implosion du truc. Alors évidemment, il y a cette guerre en Iran qui fait... J'ai presque Elle même... découle de l'affaire Epstein pour moi. Ouais. Bah, en tout cas, c'est évident que dans les médias nous mentent tellement, c'est tellement devenu insupportable, ils sont tellement à la solde de ces milliardaires qui dirigent et qui contrôlent cette société que ça en est vomitif, quoi. On a envie de là, c'est insupportable de les voir, mais c'est vraiment 1, 2, 3 soleils. Plus personne ne bouge. Le nom d'Ariane de Rothschild à aucun moment. Alors que dans les mails d'Epstein, on a très clairement Epstein qui nous dit « Je représente les Rothschild ». Bon. Oui, il y a 5000 mails entre Ariane et Epstein. Bah, attendez, il y a un truc encore plus grave. Vous avez un email, parce qu'on se posait la question de savoir si Ariane de Rothschild pouvait être inculpée. Bon, évidemment, la complicité de crimes contre l'humanité, c'est quand même assez mal vu. Si on avait été à Nuremberg, elle aurait été inculpée, c'est clair. Si on avait été dans le cadre de Nuremberg, elle aurait été inculpée. On voit que, en effet, les standards ont l'air d'avoir changé depuis. Mais on a un email d'elle où elle dit, donc c'est un email daté, je l'ai sous les yeux, du 10 novembre 2015, où elle dit à Jeffrey Epstein, j'ai ta crème glacée aux Oreos. Alors, pardon, on est entre deux milliardaires. Epstein, s'il veut de la crème glacée aux Oreos, il peut s'en procurer. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, il n'a pas besoin qu'Ariane de Rothschild vienne lui apporter, à moins qu'elle soit spéciale. Or, que nous dit le FBI sur crème glacée aux Oreos, puisqu'il y a quand même des gens qui luttent contre la pédocriminalité dans le monde et qui connaissent les codes utilisés. On sait que pizza, par exemple, c'était pour les enfants, hot dog en particulier pour les jeunes garçons. C'est pas une blague, ça a été même publié dans la presse mainstream. Ça a fini par être complètement officiel. D'ailleurs, ça relance la question du Pizzagate, tout cela, qui avait été présenté comme une théorie du complot, bien sûr. Parce que je vous rappelle qu'en face, vous avez des conspis qui ont pratiqué le négationnisme, on ne va pas le dire autrement. Ils ont fait un écran de fumée contre un crime contre l'humanité pendant 40 ans. Bon, et les mêmes journalistes ont été pris dans des affaires de pédophilie, les journalistes qui défendaient Podesta. Humbert notamment, avec les pédophiles de la rue du Bac. Donc, d'après le FBI, Oreo Ice Cream, ça veut dire en effet des jeunes enfants métis. Donc, rien que ça mérite une enquête, ça mérite un interrogatoire. Ça mérite, là, normalement, il y a au minimum un statut de témoin assisté. Vous entendez quoi par Oreo Ice Cream dans cet email? C'est pas prescrit, ça date de 2015. Donc, normalement, et je reprends ce qu'a dit Marion Sigaud, c'est-à-dire, en effet, on est comme en Italie, des magistrats qui veulent faire leur taf, il y en a, mais leur carrière va s'arrêter. Ils vont avoir des soucis. Ils seront mutés à Saint-Pierre. Voilà, soit ils seront mutés, exactement, soit ils vont mourir physiquement. Mais des magistrats qui veulent faire leur boulot, il y en a, simplement. Et c'est pas eux qui sont promus. Par exemple, Keir Starmer, il faut rappeler qu'il était magistrat. C'est lui qui a empêché toute enquête quand il était magistrat. C'est lui qui a empêché toute enquête sur le vol Epstein et Epstein-Maxwell au Royaume-Uni. C'est Keir Starmer qui a fini chef d'État, enfin chef du gouvernement, qui s'est opposé à toute enquête. Donc, on voit en effet que pour faire carrière, il faut être compromis. Et ça, c'est connu dans toutes les La même chose pour Yael Pivet, Brown Pivet. Qui était avocate de Brunel, qui était le proxénète du volet français de l'affaire Epstein. Absolument. Ouais. Est-ce qu'on pourrait développer un petit peu, Idriss, l'aspect raciste des révélations Epstein? Parce que, alors ça me concerne directement, mais je crois que c'est important aussi parce que c'est... par rapport à ce qui se passe en Iran, partout, il y a vraiment une sorte de suprémacisme blanc. Oui, et puis au-delà, c'est juif quand même. Oui, mais juifs, parce que les juifs arabes sont vraiment considérés comme inférieurs par Epstein. C'est dit dans mais le blanc européen aussi est considéré comme un inférieur. Ça, en tout cas, il y a une hiérarchie des races chez Epstein. En plus, il s'en sert pour justifier son comportement sexuel. Donc, il dit, voilà, j'ai fait un séquençage ADN et puis j'ai tel gène récessif. Donc, c'est pour ça. Il n'a pas du tout des compétences pour ça. On est dans la pseudoscience la plus totale. Il n'est pas biologiste, Epstein. Par contre, il s'intéresse énormément à la biologie. Alors, il s'est entouré de tout un tas de professeurs de biologie. Ouais, qu'est-ce que tu montres, Pierre? Ça va justement dans ce que tu dis, puisque le New York Times a publié une photo du département de justice. On voit que Jeffrey Epstein, dans sa résidence à New York, ils sont en train d'opérer
d'opérer quelqu'un avec des médecins qui viennent de l'hôpital de Mont Sinaï. Il y a un côté docteur Mengele chez Epstein, c'est-à-dire que Ouais. C'est incroyable. Alors, attends, je redis la dernière ligne. En fait, l'éthique médicale, enfin, les experts disent qu'en fait, on peut pas, c'est quasiment criminel que d'opérer quelqu'un dans une résidence privée. Oui, ça c'est dans le New York Times, hein, c'est pas, voilà. C'est pas compliqué. N'importe qui d'autre que lui aurait fait ça. C'était beaucoup d'années de prison aux États-Unis. Hein. Et il y a eu des cas, parce que tu sais qu'avec l'assurance maladie américaine, il y a des gens qui font des opérations sauvages à domicile et qui font ça dans le bien du patient, qui font pas ça pour des expériences complètement bidons. Ce qui est marrant, c'est que dans le même temps, on attaquait Didier Raoult, soi-disant pour des expériences illégales, alors que Epstein, il explique dans ses mails qu'il veut créer une race supérieure en mélangeant du génome dans le Zorro Ranch, qui veut faire du clonage humain. Donc l'éthique, en fait, vraiment, moi qui ai beaucoup étudié ça, le seul cas comparable pour moi, c'est l'unité 731 des Japonais. Donc l'unité des 731 des Japonais pendant la guerre de Mandchourie, où ils appellent les humains des rondins. En fait, vraiment pour déshumaniser, quand ils reçoivent un train de prisonniers chinois, il n'y avait pas que des prisonniers chinois, il y avait quelques prisonniers russes aussi, etc. Ils appellent ça des rondins. Et du coup, ça justifie de faire absolument tout ce qu'ils veulent dessus. Ouais, qu'est-ce que c'est ça ? Ça va dans ton sens, puisque dans les mails d'Epstein, on voit que la JP Morgan et surtout Epstein, en fait, étaient déjà dans l'opération confinement, virus, etc., et que ça a commencé en 2011. Ils en parlaient avec Bill Gates, et puis surtout, comment Epstein se retrouve à recevoir les minutes de l'organisation de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS. On lui transmet des trucs, mais le type, je rappelle, il a même pas le niveau pour être professeur de maths au lycée. Il n'avait pas le diplôme pour être professeur de maths au lycée. Bill Gates n'avait même pas le niveau pour être médecin, ni à peine brancardier, quoi. Bill Gates n'a pas sa licence. Okay. Donc, en effet, mais bon, Bill Gates, il est multimilliardaire. Donc, vu tout ce qu'il donnait à l'OMS, il se retrouvait à des trucs, etc. Mais en effet, il n'était pas censé donner des conseils. Là, Epstein, on se retrouve avec un gars, on lui donne les minutes de la préparation des pandémies, et ce qui, non seulement d'un point de vue déontologique, est inacceptable, mais qui fait du délit d'initié dans tous les sens. Parce que absolument. Exactement, il va pouvoir jouer en bourse, etc. Alors, je rappelle au passage, puisqu'il y a toujours la question de savoir s'il est encore en vie, hein, dans un de ces échanges, donc déjà, le compte Fortnite d'Epstein a été utilisé. Alors, vous me direz, mais quelqu'un d'autre a pu le racheter. Moi, je veux bien, mais qui irait racheter le compte d'Epstein ? Bon, très bien. Le compte Fortnite d'Epstein a encore été activé. On a des comptes Google d'Epstein qui ont été activés. On a des comptes DHL de livraison de colis qui ont FedEx. Oui, FedEx, pardon, c'est pas DHL, tu as raison, c'est FedEx. Et puis, Epstein, juste avant sa mort, 2 jours avant sa mort, il a placé un demi-milliard, 577 millions, dans un trust. Et ce trust a commencé à payer de l'argent à des victimes. Donc, ce trust, après sa mort, apparemment, il est mort, Epstein. Non, ce trust va commencer à payer, à faire taire des gens. On a encore 14 terabits, d'après Epstein File Search, hein, c'est un compte X que je vous recommande de suivre. 14 terabits de fichiers Epstein qui vont encore sortir, hein, donc on est loin, et c'est comme expliquait Xavier Poussard, là ça va finir en 4K, réalité virtuelle. On a commencé en noir et blanc, low pixel, et puis on va finir... On va finir avec tous les détails. Et en effet, il reste encore ça. Donc déjà, l'échange entre Ariane de Rothschild sur ses crèmes glacées aux Oreos, dans un monde où la justice est indépendante, elle est sous statut de témoin assisté, et on est en train de la travailler en garde à vue pour qu'elle, ou pas garde à vue encore, mais témoin assisté, avec un avocat pour qu'elle explique en quoi elle parle de glace à l'Oreo à un criminel contre l'humanité. Idriss. La police, tu parlais du Pizzagate et des codes utilisés par les pédophiles. On sait que la pizza, justement, est un de ces codes. Moi, j'invite simplement les auditeurs à faire un test là, à l'instant sur leur téléphone. Vous googlisez Brigitte Macron pizza dans Google Actu. Et vous allez voir votre ordinateur ou votre téléphone va tout simplement exploser. Donc, en fait, tout se fait devant nous. Alors, sur la question du racisme, ce qui me semble intéressant de souligner, c'est évidemment, on voit dans les mails d'Epstein une vision eugéniste et racialiste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les goïms,
en dessous, il y a les non-juifs blancs, et puis en dessous, il y a les noirs. Donc en fait, on a vraiment une vision du monde par la hiérarchie raciale, avec effectivement au sein du monde juif un mépris pour les séfarades, puisque c'est une conversation officielle, puisque Ehud Barak est en poste. C'est chaud quand même. Le mec, il est de gauche normalement au passage. Mais Ehud Barak, voilà, j'allais y venir. Ehud Barak, il est in charge. Donc en fait, C'est la c'est gauche de vraiment l'extrême un droite. projet. D'ailleurs, ça a été un projet dont Attali a parlé publiquement, parce qu'en fait, tout ce dont il est question est déjà public, puisqu'Attali, quand il disait il faudrait élargir le judaïsme à 50 millions avec un certain nombre de conversions en discutant publiquement avec des rabbins libéraux, on est exactement dans la conversation d'Ehud Barak de convertir des Russes, parce que c'est vrai que les séfarades, c'est quand même pas terrible, c'est un peu des bougnoules. En gros, c'est ça que ça dit. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Ehud Barak, il incarne en fait l'aile progressiste d'Israël. Et en fait, Epstein, quand on regarde bien qui il a financé essentiellement des démocrates, des travaillistes au Royaume-Uni, et Jack Lang, il me semble pas qu'en France, il incarne l'extrême droite, jusqu'à preuve du contraire. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, et c'est là qu'on rentre dans la psychologie en fait du pouvoir supranational, c'est que c'est un pouvoir supranational qui impose une sorte d'antiracisme et une promotion du métissage aux populations, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a une propagande antiraciste sur toutes les télés depuis qu'on a 30 ans. D'ailleurs, Dieudonné, tu viens de ce monde-là et tu l'as démasqué toi-même, parce que tu as vu que derrière cet antiracisme, il y avait en fait ce racisme à travers la personnalité de Julien Drey, qu'on retrouve aujourd'hui sur CNews. C'est-à-dire que le type passe de SOS Racisme à CNews. Hein, c'est ce qu'avait dit Baudrillard. SOS Baleine, c'est pour sauver les baleines. SOS Racisme, c'est pour sauver quoi? Bon, les racistes. en fait, à travers Epstein, on voit exactement ça. On voit ces gens qui sont, voilà, ils sont habillés comme l'agneau. C'est le diable qui arrive déguisé en agneau. Et en fait, dans leur conversation privée, on voit que ce sont des racialistes et des eugénistes de l'Acabie, si tu veux, comparé avec effectivement ce qui est appelé dans l'imaginaire commun nazi. Voilà. C'est quoi en fait, Attends, on je voit voudrais ce dire- dévoilement. Tiens, vous voulez parler? Juste Le, parce que le ça plan, va. le plan racialiste eugéniste, c'est quand même le plan des Rockefeller. Le plan qu'il s'agit d'appliquer, qui a été avoué comme tel, enfin je veux dire, il y a des déclarations des Rockefeller en disant voilà, nous voulons un gouvernement mondial unifié, fondé sur ceci, cela. Si on va regarder dans les détails, c'est eugéniste. L'eugénisme tel qu'il a été exprimé par Margaret Sanger, qui a été vraiment la fondatrice de Planning familial. du Planned Parenthood, qui est devenu planning familial, elle avait une vision mais totalement raciste, et Alfred Kinsey était un raciste. Ces gens-là voulaient éradiquer les Noirs. Ils voulaient éradiquer les Noirs. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ces gens-là. Et j'ai même rencontré des gens il y a quelques années qui m'ont dit non, mais nous, on sait, il y a des études qui voient si on ne pourrait pas développer des virus qui n'attaqueraient que les Noirs. C'est-à-dire qu'il y a des gens au sommet, et je sais que la Fondation Rockefeller, elle est au cœur de ce système, qui sont eugénistes des deux côtés, c'est-à-dire il y a un eugénisme négatif qui veut éliminer les inutiles, les trop pauvres, les trop bêtes, les trop vieux, les trop ceci ou les pas assez cela, et un eugénisme positif qui veut créer une race de seigneurs. Et le cœur du système de Rockefeller, c'est ça. Le cœur du système de Rockefeller, c'est ça. Et Rockefeller s'est fondé, pour pouvoir appliquer son programme, il s'est fondé sur la révolution sexuelle qu'il a financée auprès de Kinsey. Et Kinsey était un raciste, mais viscéral. Et un pédophile. Pour le coup. Et un pédophile. Mais alors lui-même n'était pas pédophile. Mais enfin, la connexion avec Rockefeller, moi j'ai étudié quand même un peu la question. En fait, dans le livre noir, il est évident, quand on voit le carnet d'adresses de Jeffrey Epstein, il y a une importante rubrique sur Rockefeller. David Rockefeller était voisin de Jeffrey Epstein, il figure dans ses contacts, c'est très clair. Il se trouve que la maison de David Rockefeller à New York, quand David Rockefeller est mort, est décédé, elle a été vendue à un proche des Clinton, dont le nom, il me semble, est Doug Band. Et donc, cette vente a été opérée par l'intermédiaire de Jeffrey Epstein, mais plus simplement, et c'est ce qu'on découvrira sans doute dans d'autres des classifications, c'est qu'en fait, l'articulation
Rothschild, Rockefeller, elle se fait via ce qu'on appelle la commission trilatérale. Oui, voilà. Alors, Epstein était à la commission trilatérale et dans le livre noir, on voit bien qu'il y a marqué, il y a un contact, il y a 2 contacts à la commission trilatérale. Il y a Henry Kissinger et David Rockefeller. Donc, s'il est à la commission trilatérale et que ces 2 contacts, c'est David Kissinger et David Rockefeller et Henry Kissinger, c'est-à-dire en fait les 2 fondateurs de la commission trilatérale, c'est qu'il n'est pas là pour apporter les jus d'orange. Donc en fait, la commission trilatérale qui est quand même vraiment c'est vraiment, enfin vous prenez la liste qui est sur Internet et qui est donnée sur Internet. D'ailleurs, on voit qu'Ariane de Rothschild explique dans un mail à Epstein qu'elle va à la commission trilatérale. Alors Ariane de Rothschild n'apparaît jamais sur les listes de la commission trilatérale. Donc en fait, ça prouve simplement que les listes qui nous sont données sur Internet sont incomplètes. Mais de par les listes qui nous sont données officiellement en service de presse, on voit très bien qu'on a affaire au maître du monde. Donc je pense qu'un des terrains d'opération, on peut déduire en tout cas qu'un des terrains d'opération de Jeffrey Epstein a été effectivement la commission trilatérale. Mais cela dit, le mail où il dit comme vous le savez, je représente les Rothschild. Il dit pas, comme vous le savez, je représente les Rockefeller. Bon, mais Marion Sigaud, vous aviez une théorie sur le rapport de force entre les Rockefeller et les Rothschild. J'aimerais beaucoup l'entendre parce que vraiment, ce qui ressort là de la façon dont le dossier Epstein a été publié, c'était que le dossier Epstein faisait partie d'une part des services secrets, CIA, Mossad ou autres, qui était en partie caché à une partie de la droite israélienne, de toute évidence. C'est pour ça qu'Ehud Barak l'a utilisé, c'est pour ça que Netanyahou l'a utilisé contre Ehud Barak à la Knesset. Et après, il y a un autre point, c'est le rapport de force entre les Rothschild et le gouvernement israélien actuel, puisque on a vu que des Rothschild se sont mis à pseudo-attaquer Netanyahou. Est-ce que c'était de la posture ou pas? N'empêche, c'était assez agressif. Il y avait normalement, les Rothschild se prennent pour les rois d'Israël, en quelque sorte, se prennent un peu pour la famille royale. Ils ont créé la nation. Ils le sont. Absolument. Justement. Ils le sont. Alors oui, Rothschild et Israël, c'est le pâté patachon, je veux dire. Oui, mais ça crée le même rapport de force, c'est-à-dire normalement au Royaume-Uni, il y a eu Cromwell qui a décapité le roi. Ça crée un rapport de force entre le gouvernement et le roi. C'est-à-dire le roi, normalement, il ne s'occupe pas de politique. La reine d'Angleterre, elle n'est pas censée faire de politique. Il y a eu un gros clash entre elle et Thatcher, notamment sur la question de l'apartheid. La reine d'Angleterre était contre l'apartheid. Et puis Thatcher, elle disait non, les Sudaf, ils sont très gentils avec nous. Il ne faut pas les emmerder sur l'apartheid. Et puis il y avait eu un énorme clash où la reine d'Angleterre était intervenue dans la politique britannique pour agir à sa manière contre l'apartheid. Là, on a l'impression qu'il y a eu un clash entre les Rothschild et ou les messianistes ou Bibi. Enfin, il y a un truc qui n'est pas passé. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les Rothschild se sont pris un scud, parce que j'insiste, ça n'arrive pas, ça. Dans aucun journal, les Rothschild se font attaquer, c'est jamais arrivé. Ça fait 200 ans que c'est pas arrivé. C'est historique ce qui s'est passé. Que le nom Rothschild soit associé à un crime contre l'humanité, c'est jamais arrivé. Donc il y a des gens. Mais les Rothschild, c'est les Juifs et les Rockefeller, c'est les protestants. Je veux dire, au sommet, il y a la place que pour un seul. Il n'y en aura pas 2 au sommet. Ça sera les uns ou les autres. C'est comme en 2008 entre Lehman. Entre Lehman et toutes les autres banques. Et Goldman. Il ne faut pas être dans le systématisme, il faut aussi voir qu'il y a un problème dans les élites occidentales de renouvellement des générations. Moi, je suis désolé, le fils de Soros, c'est Soros, il a son parcours, il a sa vie, mais bon, c'est quand même un personnage. Son fils se promène en jupe. Oui. Il se promène en jupe et il se fait sodomiser par des Noirs. Bon, voilà, c'est aussi le déclin des élites occidentales. Le David de Rothschild, c'est un personnage, je veux dire, regardez le CV et les études de Alexandre de Rothschild. Ariane de Rothschild, c'est jamais que la bru de Edmond Rothschild qui s'est retrouvé à gérer la banque parce que le fils d'Edmond Rothschild, Benjamin, était héroïnomane. Enfin, il y a un effondrement, des élites occidentales. On est passé de François Mitterrand à Emmanuel Macron. Oui, c'est clair. Enfin, c'est tout. Il y a un effondrement. Il faut aussi voir ça comme ça, le poisson qui pourrit toujours par la tête. Et j'aurais voulu avoir ça ne répond pas tout à fait à la question que posait Idriss Aberkan. Enfin, est-ce que j'ai répondu, Idriss encore une fois, votre théorie. Moi, j'ai écouté la théorie d'Alexis Cossette-Trudel aussi. Je ne sais pas lesquelles sont correctes, mais c'est bien d'avoir plusieurs points de vue. Selon vous, Marion, que j'aimais, je porte pas un jugement. Non, mais selon vous, Marion Sigaud, on serait en train d'assister à une lutte de pouvoir entre grandes familles, pas forcément que Rothschild et Rockefeller. Oui, éventuellement, oui. Et vous aviez dit que vous aviez autre chose à dire sur les Rockefeller.
Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Oh, j'en ai des choses à dire sur Rockefeller. Ah, bah, j'ai oublié ce que je voulais dire sur les Leur Rockefeller. rôle dans Les Rockefeller, ce que je sais, dans c'est la qu'ils sont promotion absolument du... au cœur, avec la CIA, ils sont au cœur de toutes les trahisons qui ont été faites au peuple américain. Je veux dire, pendant la guerre, les Rockefeller, avant la guerre, ils ont collaboré avec les nazis. Pendant la guerre, ils ont continué de collaborer avec les nazis. Ils ont collaboré avec Staline. Enfin, je veux dire, ils sont à l'origine de toutes les trahisons, les Rockefeller. C'est absolument certain. Ils ont un programme d'éradication de 90% de la population mondiale. Ils s'en cachent quasiment pas, quoi. Je veux dire, ils sont absolument monstrueux. Ils sont la main dans la main avec la CIA. Et excuse-moi, je termine ma phrase et je te passe la parole. Ils sont la main dans la main avec la CIA. Et j'ai l'impression que ce qui est en train d'arriver, c'est simplement maintenant, c'est arrivé au vu et au su de tout le monde, alors que c'était le secret le mieux gardé, le mieux caché. Les efforts qui ont été faits pour que jamais la main droite sache que faisait la main gauche de tous ces gens-là, c'est inimaginable, c'est inimaginable. Alors je vous renvoie pour ça au livre de Judith Reisman qui s'appelle Kinsey Rockefeller CIA, qui est son dernier ouvrage. Il a été publié en français avant d'être publié en anglais, ce livre, parce qu'elle l'a envoyé, elle est morte avant de pouvoir en faire un livre, donc elle m'en avait envoyé le PDF en anglais, je l'ai fait traduire et j'ai obtenu les droits pour en faire un livre. Donc ce livre est paru en français avant de paraître aux États-Unis, et là il va paraître, il est en train de paraître en anglais également. C'est vraiment une analyse de ce qu'est la pieuvre Rockefeller dans les crimes, dans l'opération Paperclip, dans la destruction de l'Occident, dans la destruction du christianisme, dans l'eugénisme le plus abominable, la sexualisation des enfants, la révision du code pénal, la promotion tous azimuts d'une homosexualité décomplexée, absolument odieuse, enfin indécente. L'indécence. Ils sont capables les Rockefeller ont le pouvoir de se faire les Rothschild ou pas? Moi, c'est ça, en termes de rapport de force. Mais c'est une question. Alors, c'est la question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais je vous recommande vivement d'aller regarder l'analyse qu'on a faite Judith Reisman dans son livre Kinsey Rockefeller CIA. Je vous recommande vraiment d'aller regarder ça parce que ça va très, 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 très loin. Ça va très, 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 très loin. Et moi, quand j'ai vu arriver l'affaire Epstein, j'ai dit, tiens, c'est marrant, on n'entend pas Rockefeller, alors qu'ils sont au cœur du truc. Ils sont au cœur par des dossiers. Ouais. Le chantage. Tout le système Rockefeller, il est fondé sur le chantage. Vous savez, il y avait il y avait un Lolita Express dans les airs et il y avait un Lolita Express à terre. Vous savez ce que c'était? Le manoir de Hugh Hefner à Playboy. C'est exactement le même truc. On attire des gens, on les fait coucher avec machin derrière des glaces sans teint, on leur fait faire des saloperies et après on les fait chanter et tout. Hugh Hefner avait dans son siège Playboy exactement le même modus operandi et les mêmes complices et les mêmes protections que aura plus tard Epstein, parce que Epstein est arrivé après Hugh Hefner. Playboy a été antécédent au truc d'Epstein. Après, Epstein est arrivé et ça a continué. Alors, le système de pourriture de la société américaine, ça passe par le chantage sexuel et ce sont des ficelles qui sont tirées par des gens qui veulent l'éradication de 90% de la population mondiale et l'esclavagisation des 10% restants. Enfin, juste, tout ça maintenant, ça nous mène en Israël. Ok, je vous donne la base. Après, à la sortie, on verra. Les Rockefeller sont féministes et qui veulent développer le monde, c'est clair, c'est confirmé. Il y a des écrits qui le démontrent. Il y a eu des déclarations publiques où ils disent il y a trop d'humains sur Terre. Oui, ça, c'est complètement. C'est pas du tout un secret. Xavier, tu voulais dire un truc, je crois? Oui, mais tout ça passe par le narratif du réchauffement climatique, puisque c'est ça qui sous-tend la justification de la dépopulation, c'est le narratif du réchauffement climatique. Et là, pour le coup, c'est ultra sourcé. C'est-à-dire que toutes les fondations de défense du climat passent effectivement par les fondations Rockefeller et sont centralisées, et ensuite par des biais de dominion sont financés comme ça. Donc on retrouve aussi, mais en fait, il ne faudrait pas opposer certaines familles à d'autres. D'ailleurs, il n'y a pas que les Rothschild et les Rockefeller, on voit aussi qu'il y a la famille Pritzker qui est très très importante dans la politique, notamment au niveau de Chicago, et dont on découvrira qui sont certainement derrière en partie derrière Obama. En fait, l'homme politique qui est quand même beaucoup visé, peut-être plus encore que les Clinton, à travers les déclassifications
Epstein, à terme, c'est sans doute Barack Obama qui est vraiment un produit de ces réseaux. Mais effectivement, il faut voir ça comme un gouvernement mondial, une super classe, une hyper classe supranationale, un gouvernement de l'ombre avec une sorte de conseil d'administration, un conseil d'administration au sein duquel peut y avoir les Rothschild, peut y avoir les Rockefeller, avec chacun des segments, avec des narratifs effectivement mensongers, c'est-à-dire ce qu'on expliquait tout à l'heure à propos d'eugénistes racistes qui promeuvent l'antiracisme, de dépopulateurs qui promeuvent, qui font ça sous couvert de lutte pour protéger le climat ou la planète, etc. Donc en fait, c'est cet empire du mensonge, qui tout simplement est dévoilé. Ok, Xavier. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Juste avant Pierre. C'est exactement ça, comme ça que je vois les choses. La question fondamentale, c'est est-ce qu'une famille a tenté de bouffer l'autre, en fait? C'est ça le truc. Là, tu me dis que les familles travaillent ensemble, oui, très bien. Et là, il dit clairement, je représente les Rothschild. Moi, ce que je vois, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un mail à JP Morgan où il se réjouit que à la tête de JP Morgan, il n'y ait plus que des Juifs. Donc, visiblement, si on est dans cette classe, pour apporter une réponse, ce serait plutôt les Rothschild qui auraient bouffé les Rockefeller. On sait tous aujourd'hui que les Rockefeller, au plus haut niveau, ils sont antisémites. Je veux dire, tout le monde le sait. C'est des mecs qui sont, ils ont leur conception du messianisme, elle est très très différente. Les échanges que je te rapportais tout à l'heure au sujet de Kissinger ou au sujet de Michael Wolff à Epstein montrent que au plus haut niveau, tout le monde est antisémite. Oui, c'est ça le truc. Je veux dire, faut pas mentir aux gens. Bon, au plus haut niveau, tout le monde est antisémite. D'ailleurs, on pourrait, quand on parlait des secteurs, etc., on sait que la famille Maxwell a été très importante pour faire le lien avec l'assassinat de Mahmoud Ahmadinejad, que la famille Maxwell a été très importante dans la construction du récit de l'Holocauste, hein, et on a des témoignages qui montrent que Robert Maxwell en avait chargé son épouse Elisabeth Ménard, parce que lui-même, qui avait vécu la persécution des Juifs d'Europe, était sceptique quant au récit de l'Holocauste. Est-ce que demain, on ne va pas avoir dans une salle de mail des propos révisionnistes de Jeffrey Epstein donnant raison finalement à Mahmoud Ahmadinejad? On a déjà des propos borderline d'Epstein avec Ariane de Rothschild quand il dit on a financé Hitler et tout, et c'est sur son email de vacances. Voilà. Parce donc que tout va venir, parce qu'en fait c'est apocalyptique. L'apocalypse, ça veut dire le dévoilement. Et en fait, c'est simplement un dévoilement, et de comprendre le mensonge, comment la bête arrive déguisée comme le bien. Hein, la bête de l'événement est là. La bête de l'événement. Voilà, exactement. Alors attends, mais je voudrais ajouter quelque chose. Marion Sigaud, dans les années, je crois que ça a commencé à partir de 1975. Moi, j'étais au lycée, hein, et on a vu arriver des représentants du planning familial donner des cours de sexualité, mais surtout pour inciter. De contraception, allez, dis-le. Ouais, j'allais venir. Et surtout d'expliquer aux lycéennes françaises de ne pas avoir d'enfants et leur donner tous les moyens de contraception, pilules gratuites et ainsi de suite. Ensuite, on a vu en France, on donnait la pilule du lendemain. Hein, Marion peut le confirmer. Ils ont fait tout un bint à la télévision. Et deuxième point que je veux juste ajouter, c'est que Philippe Aymar, dans son livre Covid-19, enquête sur un virus, a très bien montré qu'il y a eu plusieurs réunions, et là je rejoins, je vais mettre Xavier, Marion et Idriss d'accord, c'est-à-dire qu'en fait aussi bien les Rockefeller que tous les autres, ainsi que la fameuse animatrice de télévision américaine, se sont réunis à plusieurs reprises en comité restreint pour parler des confinements à venir. Oui, c'est vrai. Donc ils étaient d'accord entre eux, il n'y avait pas de guerre du tout. Je le précise. Et ce que je vous montrais tout à l'heure, tiens, parce que, attends, il faut que je rallume mon téléphone. Non, vous le voyez pas parce qu'il y a trop de lumière. Alors, en fait, Epstein a donné 9,5 millions, pardon, pour produire le premier bébé fabriqué sur mesure et sans doute un clone humain. Et donc, il a demandé 9 millions et il lui garantit, grosso modo, d'avoir le premier bébé dans les 5 prochaines années. Ça, voilà. C'est à peu près une centaine de lois de bioéthique. Là, on est dans le total. Hein, c'est complet.
Mais attends. Epstein avait dit que son objectif, c'était de repeupler le monde avec ses spermatozoïdes. Je veux dire, vous l'avez tous vu, ça. On en a parlé. Au passage, un dernier point là-dessus qui vous donne raison aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il est démontré que le meilleur contraceptif, c'est les prix de l'immobilier. Et c'est complètement... Exactement. Regarde le Japon, par exemple. Le Japon, ils sont à moins d'un enfant par femme et ils ont le mètre carré le plus cher au monde. Et en fait, ce qui fait que les Italiens ne faisaient plus d'enfants, ce qui faisait parce qu'ils habitaient chez leur mère très très tard. Même Umberto Eco s'en était ému. Hein. Et en fait, le planning familial, c'est une chose, mais alors la meilleure façon de faire en sorte qu'un pays ne fasse plus d'enfants et donc soit vidé en une génération, pour des gens qui réfléchissent à plusieurs générations, ça pose pas de problème, c'est d'avoir des prix d'immobilier élevés. Or, qui fait ça? BlackRock, Vanguard. BlackRock rachète tout. Tu as raison, Idriss. BlackRock rachète tout. Et on a vu Goldman Sachs. Moi, c'était dans ma revue de presse en 2009. Ils ont commencé à racheter Goldman Sachs. Attends, tu imagines? Ils rachètent tous les HLM de Madrid. Voilà, ensuite, ils ont racheté des HLM. Ils n'ont pas racheté des propriétés de luxe. Ils ont racheté des HLM de Barcelone et de Madrid. C'est ça. Voilà. Et Bill Gates aussi rachetait plein de trucs. Donc, ouais. Les amis, alors ce qui est extraordinaire, c'est que là, il y a 50 000 personnes qui sont, en train de nous regarder. Merci à tous les. Salut les 50 000. Et ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que je pense que derrière cet intérêt, il y a des gens, puisqu'il y a quand même, on remercie quand même Musk de nous permettre de nous exprimer librement. Hein. Moi, je suis banni de tous les autres réseaux. Et derrière cet intérêt, et puis on va peut-être, vous allez pouvoir chacun réagir. Comment vous traduisez en fait cet intérêt incroyable des gens pour ce sujet, sans être vraiment informés, comme vous pouvez l'être vous, intellectuel, journaliste. Comment vous traduisez en fait cet intérêt populaire autour de ce sujet qui est quand même un sujet compliqué, difficile et qui remet en cause l'intégralité de la structure. Comment vous l'expliquez, cet intérêt chacun? On peut commencer par celui qui veut. Ouais, moi, je dirais simplement, c'est que les Français ne sont pas totalement idiots non plus. C'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte que les médias leur mentent chaque jour qui passe. C'est aussi simple que ça. Quand ils essayent de faire passer l'affaire Epstein pour une opération russe, mais ils se payent leur tête, littéralement. Enfin, les gens ne sont pas tout à fait idiots quand même. On en parle. Moi, j'ai publié un livre sur le sujet. Caroline Lang, l'autre jour sur BFM, ah non, je sais pas ce qui lui est arrivé. À peine. Et on voit dans le mail qu'elle sait parfaitement ce qui lui est arrivé. Donc c'est normal. C'est normal. Nous sommes je veux pas dire les seuls, mais presque à donner des informations factuelles régulièrement. Hein, c'est aussi bête que ça. Mon pétage de plomb l'autre jour a fait plus de 2 millions de vues dans les différents réseaux sociaux. Il y a une raison pour ça. Les gens sont écœurés de l'affaire Epstein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on essaie de la réduire surtout. Moi, Exactement. Parce que là, ceux qui sont vraiment en panique, et on le voit à leur rage, à leur haine, c'est ceux qui se faisaient appeler les déconspis. On voit en fait que d'une part, ils ont pratiqué ce qu'on appelle le gaslighting en psychologie, hein, c'est de la torture psychologique, hein, c'est-à-dire dire à sa victime de ne pas faire confiance en ses propres sens, en ses propres perceptions. Exactement. Mémoire, c'est du gaslighting, c'est reconnu comme une torture psychologique. Et on voit qu'il disait, mais non, pas du tout, c'était pas un réseau. Il y en a certains qui sont allés jusque dans l'abomination de dire, il n'y a pas de victimes dans l'affaire Epstein, il n'y a que des plaignantes. Vous avez qui est vraiment immonde, qui a sorti des trucs pareils. Donc ça, c'est des propos qui sont, on accusait les uns et les autres de négationnisme. Mais là, on a un crime contre l'humanité qui est documenté. Un crime contre l'humanité qui, en plus, vous savez, d'un point de vue... Ah oui, mais comme ça vient des Israéliens, donc ça compte pas. Ça vient en plus de plein de gens, au-delà des Israéliens. Tu avais la CIA aussi. Tu as nos propres services qui sont impliqués, tu as nos propres magistrats qui sont impliqués. Enfin, qu'ils ont protégé. Belloubet a protégé. Donc, si tu veux, c'est gravissime. Et le pire, c'est qu'en effet, la presse israélienne en parlait librement et en parle aujourd'hui librement quand nous, on ne peut pas.
Par exemple, nous, on La peut presse pas. israélienne a toujours été plus libre que la nôtre. Hein. Exactement. Israël, alors je connais un Arrête, petit peu, on dit arrête, 1000 fois c'était plus de beaucoup trucs en plus honnête. Israël que nulle part ailleurs. Vraiment. Arrête, c'est Vraiment. beaucoup plus libre que la presse française, c'est Exactement. factuel. Ça a toujours Et été. même le Et c'est encore- Jérusalem Post en a parlé. Après, tu as toute la presse alternative israélienne qui en a parlé aussi, comme Plus 972 Mag, etc. Juste, Xavier, je termine là-dessus. Il faut armer les esprits. C'est-à-dire, là, ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que Dieudonné, par exemple, son premier direct, il a fait 300 000 personnes en simultané. Je veux dire, si Dieudonné était dangereux, ça se saurait. Ça se saurait. Parce qu'un type qui peut faire 300 000 personnes en simultané, s'il était dangereux, il soulève la France, en fait. Et c'est pas ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est plutôt parler de paix, parler d'apaisement, vivre ensemble, etc. Je sais que c'est suranné comme truc, et malheureusement, c'est ça où on va tous crever, on verra pas l'année 2027. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui ont fait tout pour qu'on ne voit pas l'année 2027. Ils se sont exprimés, ils l'ont déclaré, ils ont échangé des emails là-dessus. On a des gens qui se sont coordonnés pour qu'une grande partie de l'humanité ne voit pas l'année 2027. Oui. Dieudonné fait 300 000 personnes en simultané. Moi, le record de ma chaîne, c'est 30. Hein. Je donne juste comme ça. Voilà. Et s'il voulait, il pouvait soulever les banlieues. On l'a vu dans l'affaire Naël. C'est ce qui fait le plus de peur au pouvoir. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Bon, quand il a mis un gilet jaune, déjà, ça a fait péter des plombs à beaucoup de gens. Donc, la réalité, c'est que on voit qu'on nous a menti, en effet, qu'il y a eu un négationnisme forcené sur des crimes contre l'humanité qui sont motivés racialement en plus. Et en droit pénal, tu as la mens rea, c'est-à-dire avoir l'esprit coupable. Pour être reconnu coupable, il faut avoir l'esprit coupable. Si bien sûr, si tu es fou, par exemple, bah, tu n'es pas reconnu comme coupable. Et là, l'esprit d'Epstein était coupable, il s'en vante dans ses emails. Il dit très bien, il y a les crevettes noires, elles sont dégueulasses, elles sentent mauvais. Enfin, le mec, c'est ce qui se fait de pire. Il est reçu par les présidents de gauche comme Bill Clinton, il est reçu par toute la gauche dans le monde entier, de Ehud Barak à Mendelssohn, en passant par Keir Starmer, qui sont tous de gauche, hein, qui se déclarent tous de gauche. Et ça pose aucun problème. Bah, en effet, il faut dire à notre public, vous avez eu du négationnisme à grande échelle. Vous avez des gens qui continuent de minimiser le dossier Epstein en vous disant soit que c'est un agent russe, ce qui est en effet complètement un mensonge, soit que c'est pas un gros réseau. En fait, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de victimes. D'ailleurs, ça tombe bien, il n'y a pas de client, puisqu'aucun client n'a été condamné. Ghislaine Maxwell reste la seule personne de l'histoire à avoir pris 20 ans de prison pour trafic de mineurs en ayant trafiqué des mineurs à personne. Parce qu'elle est en tôle, elle a trafiqué des mineurs à personne. Il n'y a aucun de ses clients qui est en tôle. Même le prince Andrew, dont Virginia Giuffre, je rappelle qu'elle est morte dans des circonstances très bizarres, l'a accusé de l'avoir violée. Eh bien, Virginia Giuffre, le prince Andrew, il n'est pas inculpé de ça. Il n'est pas inculpé de ça. Il est inculpé de délit d'initié et d'intelligence avec une puissance étrangère. Et il fera jamais un jour de prison, on le sait bien. Je pense pas qu'il aura de bracelet électronique aussi pour revenir à l'ouverture de cette vidéo. Donc, il faut informer. Là, aujourd'hui, il faut pas armer les gens physiquement, il faut les armer intellectuellement. Il faut leur dire, attendez, quand vous avez le terrorisme intellectuel aujourd'hui qui essaie de taire le dossier Epstein, quand vous avez un terroriste intellectuel qui essaie de diaboliser Dieudonné, bah, mettez-le dans la balance. Combien il a diabolisé Epstein? Moi, je veux juste savoir qui est le plus fréquentable du coup. Parce que là, on a vraiment la presse française et ces gens-là, ces terroristes intellectuels, qui sont complètement au clair avec le fait que Epstein est plus fréquentable que Dieudonné. Oui. Moi, c'est ça qui est terrifiant en fait. Et ça, c'est quelque chose dont on doit armer notre audience, parce que sinon, ça va se reproduire. Je voudrais répondre à la question de Dieudo, c'est-à-dire, Dieudo, ta question, c'est à notre avis, qu'est-ce qui justifie cette mobilisation? Je crois que c'est simplement la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, c'est quelque chose, moi je vois les gens qui me reconnaissent et qui me remercient pour ce que je fais, c'est merci pour votre recherche de la vérité. Moi, si je me trompe, bon, ça m'arrive de me tromper, je rectifie et c'est autant apprécié que si je me trompais jamais, quoi. L'idée de recherche de la vérité, c'est ça que les gens respectent infiniment et c'est ça dont ils ont besoin. C'est absolument ça dont ils ont besoin. Parce que c'est effectivement, on est face à une usine à mensonges, tout est mensonge, et les chercheurs et les travailleurs de la vérité, les alpinistes de la vérité, ce sont des gens qui sont respectés en tant que tels. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et moi, je passe ma vie à ça. Hein. Moi, je recherche la vérité. C'est du plein temps depuis à peu près 35 ans. Xavier, ton avis là-dessus? Oui, bah le public est en demande dans une époque qui est
qui est une époque effectivement apocalyptique au sens du dévoilement, avec des individus qu'on nous a vendus. Faut quand même savoir qu'on découvre en fait des personnalités. Par exemple, un monsieur Bill Gates, on nous a vendu que c'était quelqu'un qui avait créé Microsoft en bidouillant des ordinateurs dans son garage. Oui, oui. Là, bon, bah, là, en fait, les gens découvrent qu'en fait, on a affaire à un tout autre individu, c'est-à-dire en fait des individus fabriqués dont le CV est intégralement fabriqué et qui sont tenus par effectivement des sexualités pour le moins déviantes. On voit par exemple Monsieur Jack Lang, dont on nous a expliqué que c'était l'incarnation de la culture française pendant toutes les années 80, 90, 2000, 2010, 2020. Indéboulonnable, c'était la culture française, c'était Jack Lang. Bon, bah voilà, les gens découvrent ça. Et ça se répète dans tous les pays sur des individus clés. Peter Mandelson joue un rôle très important dans la politique britannique comparable à celui de Jacques Attali en France. Voilà, et donc dans chaque pays, et ça va continuer comme ça, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qui est effectivement apocalyptique et qui sonne en quelque sorte le réveil des peuples, avec un narratif médiatique qui continue comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'on a la déclaration effectivement de Macron, c'est pas une affaire française. Alors les gens vont dans les mails, ils tapent, ils regardent, et puis ils voient que Marlène Schiappa a bloqué l'enquête en France dès 2019. Voilà, ils s'intéressent à Macron, ils s'intéressent à leur histoire, ils s'intéressent à leur entourage. Ils tapent Macron, ils regardent Rothschild, etc. Ils regardent et puis ils comprennent. Et au fur et à mesure, ça vient. Et puis ça suit quand même des années et des années de mensonges, puisque il y a eu la guerre en Irak avec la fameuse preuve brandie à l'ONU. Ensuite, il y a eu toutes les anomalies sur le 11 septembre, la guerre en Irak, le non-référendum de 2005 qui a été trahi. Je passe, il y a eu la période du Covid qui a quand même été. Là, on a vu que c'était organisé par Epstein et ses amis. C'est ça qui est dingue. Personne n'en parle. BFM devrait faire ça devrait être à la une. Les gens comprennent en 2020, 2021, 2022 que ça déconne complètement sur le Covid. D'ailleurs, Poutine met fin au Covid le jour où il rentre en Ukraine. Alors, là, déjà, il y avait un problème dans le narratif. Et puis là, ils se remettent dans les mails d'Epstein. Et puis, ils découvrent qu'en fait, c'était planifié chez Epstein avec Bill Gates, Larry Summers, la banque JP Morgan. Et au bout d'un moment, il y a tout qui vient, quoi. Et après, on a une image, comme j'ai toujours dit, cette image qui, à chaque jour, gagne en définition et qui un jour sera sans doute en 4K et puis après-demain en 3D dans cette phase qui est effectivement apocalyptique. Non, mais c'est Alors, bien. alors justement, puisque là, pour embrayer avec l'apocalypse, c'est un peu, j'ai écrit 777 il y a longtemps. Eh bien, dans les mails d'Epstein, c'est fascinant. Je l'ai là, ça date du 4 juin 2014. Voilà. Et en fait, Epstein, manifestement, à force de tuer des bébés, il devait quand même se poser des questions. Et donc, il est allé chercher dans les textes juifs de l'Ancien Testament et ailleurs les extraits où, grosso modo, le Dieu d'Israël autorise l'assassinat d'enfants. Ça doit pas être dans la Torah, ça. Je crois pas que ce soit dans la Torah. Laisse-moi finir. Ézéchiel, par exemple. Alors là, il y a Ézéchiel 9.6. Alors tu peux tuer tout le monde, les vieux, les jeunes filles et les petits enfants. Là, tu fais référence à Amalek, là, précisément. Tu fais référence. Ézéchiel 9.6. Vous pouvez vérifier dans l'Ancien Testament. Ensuite, il y a Isaïe 13.6. Leurs enfants devraient être crachés contre le mur devant leurs yeux, voilà. Et leur maison devrait être vidée et leurs femmes enlevées. Ensuite, il y a le Deutéronome 13.15. Alors, tu pourras tuer tous les habitants de cette ville avec une épée. Le Lévitique 29 pour alors attends, c'est quoi? Ouais, grosso modo, tu peux tuer tout le monde, je résume. Exode 32, 27, le Seigneur Dieu d'Israël
tu peux passer chaque homme, tu peux leur couper la tête, hein, voilà. Le Deutéronome 21:10, etc. Exode 31:15, et Deutéronome 21:21. Voilà. C'est le massacre permis par le Dieu d'Israël, et donc de massacrer jeunes, vieux, femmes et bébés. Et les animaux aussi. Ouais. Ça, c'est un mail d'Epstein qui s'est envoyé à lui-même. C'est intéressant. Oui, C'est intéressant, c'est révélateur. Mais c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un texte qui est ce qu'il est. Mais le problème, c'est que ce texte est pris de façon littérale par des gens qui sont dans le super pouvoir. C'est-à-dire, c'est Netanyahou qui aujourd'hui attaque l'Iran. Exactement. Parce que c'est Pourim. Netanyahou, il est pas. C'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une semaine de représailles pour la cause de Sion. Et en fait, il est là-dedans, le type. Et donc, en fait, on prend un texte comme ça. D'ailleurs, on voit, c'est des extraits de la Torah ou du Talmud que tu lis, et on voit derrière, dans la bibliothèque d'Epstein, tout le Talmud. Et le problème, effectivement, c'est qu'on a des gens qui sont des fanatiques, en fait, qui dirigent ce qu'on appelle l'Occident collectif, c'est-à-dire ce qu'on appelle les démocraties libérales. Et en fait, les gens découvrent on leur a vendu qu'il fallait faire la guerre contre des dictateurs sanguinaires. Donc, ont accepté, parce qu'après tout, qui va pleurer Kadhafi? Qui va pleurer Saddam Hussein? Aujourd'hui, qui va pleurer les mollahs? Et puis, ils découvrent qu'en fait, à la tête des démocraties libérales avancées, il y a des gens comme Jeffrey Epstein, des gens comme Benjamin Netanyahou, qui lisent des textes obscurs qui sont en fait des textes racistes et d'appel au meurtre de façon littérale, et qui en plus les appliquent parce qu'ils ont les moyens de les appliquer. Oui, et que ça vient. Ils le font au nom de Dieu. Pour l'affaire Epstein. Et Xavier, et parce qu'ils le font au nom du Dieu d'Israël, précisons-le quand même. Mais ces mecs, tu vois bien, c'est dingue. Mecs, ils ont pas de vertu religieuse pour dessous. Tu prends Netanyahou, il est complètement paumé question religieuse, il y connaît rien en réalité. Il a son logiciel révisionniste qui est complètement, que même t'as des tas de. Ouais, enfin, il était attaché à Schneerson, hein, je le rappelle. Justement. Alors Schneerson, c'est encore un autre truc. Il était attaché, mais il l'écoutait parce qu'il y connaissait rien lui-même, tu vois. C'est ça. Et tu vois pareil avec comment il s'appelle, avec Epstein. Enfin, Epstein. T'as pas 2 grammes de vertu religieuse dans ce qu'il a fait. Moi, tu sais, pendant le Covid, j'avais suivi un type qui avait été un vrai héros et qui est mort et qui avait été caricaturé. C'était le rabbin Zev Zelenko qui défendait. Oui, absolument. Exactement. Lui, tu voyais tout de suite, là, tu voyais un gars qui était sérieux sur le plan religieux, tu vois, et qui, au passage, ferait pas de mal à une. Et qui était médecin d'ailleurs. Qui était médecin, qui soignait gratuitement ses patients, il avait été caricaturé par un enfoiré, bref, enfin, pas que d'ailleurs, mais bref, et il avait défendu l'hydroxychloroquine et tout. Là, tu sais faire la différence entre un type qui prie vraiment. Ce que je veux dire, c'est qu'Epstein, je pense pas qu'il priait des masses, tu vois, et Netanyahou, je pense pas non plus que sa relation avec Dieu soit particulièrement développée, quoi. En réalité, on a plutôt affaire à un mec qui est dans la compulsion extrême, qui est. Pourtant, il cite tout le temps des textes de l'Ancien Testament. Il y a des années pour la paix, des années pour la guerre, et donc là, on va faire la guerre. Je suis complètement d'accord, mais les gars, en général, les types qui te citent ces textes justement pour buter des gens, pour justifier tout, parce qu'en plus, Netanyahou, en permanence, il te met un pointeur laser en disant c'est Amalek. Donc, il va te trouver le nouvel Amalek. Et comme ça, parce qu'en fait, Netanyahou, il a sa méthode, elle est simple, c'est celle du pompier pyromane. On le sait tous ici. Lui, Netanyahou, il a un plan très précis pour Israël, dont on sait, sondage après sondage en Israël, que les Israéliens voteraient pas pour. Par exemple, la deuxième rive du Jourdain. Jamais les Israéliens votent pour aller envahir la Jordanie. Tu peux chercher toutes les années, année après année. Tu n'as jamais un moment, même à la Knesset ou autre, où les Israéliens sont prêts à voter pour déclencher une guerre avec la Jordanie. Ça n'est jamais arrivé dans tous les sondages d'opinion. Et même Haaretz en a publié plusieurs pour bien rappeler ça. Ça, c'est l'agenda sioniste révisionniste de Netanyahou. Et lui, il sait qu'il peut l'obtenir que s'il dit aux Israéliens en particulier et aux Juifs dans le monde en général, vous allez crever. Et lui, tous les 6 mois, il essaie de dire à tous les Juifs du monde, vous allez crever, sans moi, vous allez crever. Sans moi, vous allez crever. Il y a les méchants goyim, antisionistes, etc., qui veulent vous exterminer, parce qu'ils veulent vous exterminer. Et sans moi, vous allez crever. Donc, d'un côté, il te fait Gaza, il te fait le Hamas, dont on sait bien qu'il a admis publiquement. Il a dit tous ceux qui veulent impérativement, tous ceux qui ne veulent pas voir l'État palestinien exister, doivent suivre notre politique de financer le Hamas. C'est ce qu'a dit Netanyahou dans une conférence publique, ça a été republié par la presse israélienne. Donc ce type en permanence, il cultive
une peur absolue, parce qu'il sait très bien que sinon, il n'aurait pas le pouvoir. C'est pour ça qu'il fait la guerre tous les 6 mois. C'est pour ça qu'il déclenche, à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, il déclenche les beepers avec le Hezbollah, il déclenche ce qu'il a fait en Iran. Et il a même atteint un niveau où il cultive ses propres ennemis. On l'a vu avec Al-Jolani, etc., ou d'autres éléments en Israël ou ailleurs. Il cultive ses propres ennemis pour dire aux Juifs, sans moi, vous êtes morts. Donc, moi, honnêtement, la relation de Netanyahou à Dieu, j'ai des doutes. Tu vois. C'est un truc, c'est pas quelque chose que je considère comme avéré, tu vois. Parce que la question, elle n'est pas exactement là. C'est-à-dire que c'est une vision. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la lecture du texte, elle abolit l'espace-temps. C'est-à-dire qu'en fait, cette lecture du texte, mais qui est communément admise dans le judaïsme contemporain, qu'on le veuille ou non, malheureusement, c'est une abolition de l'espace-temps. Quand il dit, et je veux dire, il faut écouter aussi les rabbins. Ensuite, qu'il y ait une prise d'otage. D'ailleurs, c'est aussi ça que ça raconte l'affaire Epstein, puisqu'en fait, quand on s'intéressera au méga-groupe et au circuit de financement du train de vie de milliardaire de Jeffrey Epstein, puisque Jeffrey Epstein n'avait pas le train de vie que sa fortune lui aurait permis. C'est-à-dire qu'il avait un train de vie largement supérieur. Il avait un train de vie comparable à celui d'un Bernard Arnault ou d'un Jeff Bezos, alors que finalement, on voit qu'elle c'est quelques centaines de millions d'euros. Donc, en fait, il y a des gens qui ont financé ces gens-là. Lui, il dit, je représente les Rothschild, mais à travers les Rothschild, c'est des réseaux qui sont derrière le Congrès juif mondial et qu'on a appelé le méga-groupe, c'est-à-dire des alliances de grandes familles juives américaines. Et on verra et on découvrira que, en fait, c'est de l'argent de ce qu'on appelle les United Jewish Appels, c'est-à-dire en fait qui répondent au commandement dans le judaïsme de ce qu'on appelle la tzedaka, qui est en fait en quelque sorte comme la corbeille dans le catholicisme, mais beaucoup plus ritualisée et beaucoup plus centrale. Et c'est cet argent des appels unifiés juifs de la tzedaka qui a été détourné en fait pour financer le train de vie de Jeffrey Epstein. C'est pour ça que je dis que les juifs en fait sont otages en fait de ce système et d'un narratif, et qui les maintient dans une secte parce qu'on appelle l'antisémitisme, qui est de leur dire en fait la terre entière veut vous massacrer, donc marchez derrière moi parce que sinon les autres vont vous tuer. Ce qui entraîne un comportement psychopathique. Parce que Xavier, quand tu regardes l'affaire Madoff par exemple, tu te rappelles, tu as vu les emails des victimes de Madoff qui étaient pour les 2/3 des juifs et qui te sortaient des trucs antisémites à crever, parce qu'il disait, Madoff nous avait dit, tu l'avais vu Pierre, en fait, c'est que Epstein, il a fait chanter des grandes familles juives, il a arnaqué des grandes familles juives aussi, et il a récupéré du pognon de la tzedaka, qui n'a rien à voir là-dedans. Et pourquoi il l'a fait, comme tu l'as dit? Parce qu'on n'arrête pas de dire à ces gens, sans nous, vous allez crever. Voilà, et parce qu'il faut lutter contre l'antisémitisme. Est-ce qu'il y a un comportement dangereux? Parce que si vous êtes convaincu que votre voisin veut vous exterminer, si vous allez lui brûler sa bagnole, vous êtes en situation de légitime défense dans votre tête. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui au niveau de l'État d'Israël. Tu peux même tuer les enfants, parce que tu dis, en gros, c'est des serpents. Dès qu'ils vont grandir, ça sera des serpents. Voilà, donc, tu tues un antisémite en puissance. Voilà, exactement. Tu ne peux... Ah oui, ça c'est Epstein, avec qui d'autre, ça? Alors ça, c'est une gamine qui doit avoir à peu près 8-10 ans. Oui, voilà, mais on sait que tout n'est pas sorti, et on insiste. Exactement. C'est vrai que tu as toujours les négationnistes aujourd'hui qui viennent te dire non, mais en fait, c'était juste des prostituées, etc. Non, même le département de la justice américain, on le rappelle pour notre audience, a dit, écoutez, il y a des trucs qui sont tellement dégueux qu'on n'a pas pu vous les montrer. Et déjà, quand tu te connectes à DOJ, tu dois montrer que tu as plus de 18 ans. Donc, tu dois signer que tu as plus de 18 ans. Et ce n'est que la partie expurgée. Mais la justice américaine a déclaré, il y a des trucs tellement trash qu'on ne peut pas vous les montrer. Donc, tous les gens qui vous disent, ça c'est Ariane de Rothschild, tous les gens qui vous disent non, mais c'était un truc superficiel, genre troussage de bonne, pour faire allusion au sketch de Dieudonné, en fait, ces gens-là vous mentent, et la source pour démontrer qu'ils mentent, c'est le Department of Justice qui dit clairement non, il y a des trucs tellement trash dans ce dossier qu'on ne peut pas vous les montrer. Mais donc, pour reprendre ce que tu dis, Xavier, ce qui permet par exemple de buter des enfants, c'est qu'on leur a mis dans la tête, on leur a dit, c'est des cafards, ils vont grandir pour devenir des serpents. Et c'est cette injection de la peur et de la terreur permanente que Netanyahou est parvenu à faire de façon complètement... Là, c'est un succès total. Il est parvenu à injecter ça dans la société israélienne et chez les Juifs dans le monde de façon... Je pense qu'il est à succès de 100%, là.
Et avec ça, il peut leur faire faire ce qu'il veut. Il n'y a pas que lui qui l'a injecté. Il n'y a pas que lui qui l'a injecté. Seul, bien sûr. En Israël, il y a longtemps, j'ai rencontré. Alors, il y avait bien sûr. Il y en avait quand même une bonne partie pour qui l'autre, il a. Mais même Sharon considère a considéré que Netanyahou va trop loin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Même Sharon avait dit sur la fin, Netanyahou, il va trop loin. Donc, c'est quand même lui le master du game de ce point de vue-là. Il a atteint un niveau qui est justement apocalyptique, qui est un niveau digne de la fin des temps, quoi. Parce que quand même Sharon dit, attention, là, quand même, ça va trop loin. C'est que tu as atteint un certain niveau de maestria, on va dire, quoi. Les amis, on va arriver à la fin. Ça serait bien que chacun puisse conclure. Moi, j'ai conclu de mon côté. T'as conclu? Ok. Marion? Bonsoir tout le monde. Je vais conclure. J'étais contente d'être là. J'espère que ça va continuer. Dieudonné, il faut que je te dise, Dieudonné, je t'aime. Tu es le meilleur humoriste du monde. Oh, bah écoute, non, et j'espère merci. bientôt te revoir sur un spectacle. On a tous un parcours. De croiser Idriss, c'est la première fois, et puis de revoir Xavier et Pierre. Voilà. Et mon cher Sidati sur le pont, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu nous montres là? Merci. C'est notre nouvelle ministre de la Culture, enfin la nouvelle ministre de la Culture dont dépend Dieudonné, Catherine Pégard. Elle est mariée avec de l'inculture. Elle est en compagnie avec Epstein, là. C'est marrant, et Jack Lang. C'est une pas vrai. à la cuisse. Si, regarde. Oh merde. Faudrait un moyen de détecter ceux qui n'ont jamais approché Epstein. C'est hallucinant. Là, il y a Woody Allen. Attends, je sais pas si vous voyez. Là, il y a Woody Allen, il y a Caroline Lang. Là, c'est au-dessus. Vous avez vu la photo où on voit à l'Élysée Attali, Epstein, Macron et puis. Alors, j'ai pas vérifié si elle était authentique cette photo. Je pense que c'est une IA. Ah si, elle est authentique. Oui, ça c'est une IA parce que. Il y a qui d'autre, Pierre? Non, c'est une IA qui. Oui, c'était une IA. Il y a pas eu de ça. Mais Pierre. T'es sûr? Faut demander à Grok. C'est assez facile. Faut dire Grok, c'est une IA et il peut te vérifier si c'est une IA ou pas. Mais Pierre, tu disais Woody Allen. On rappelle que Woody Allen a quand même trompé sa propre fille. Ça, c'est quand même un truc exceptionnel. C'est-à-dire que non seulement il a épousé sa propre fille, donc il y a des mecs sur X qui se foutaient de ta gueule en disant non mais quand même ça m'étonne que Epstein fréquente des gens, enfin il fréquenterait quand même pas des gens qui seraient capables de tromper leur propre fille. Et ben tu sais je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Bah oui en fait Woody Allen non seulement il a épousé sa fille adoptive en effet, mais donc ce qui est complètement, je veux dire le mec tu devrais être cancel, on a cancel Depardieu pour un 15e de ça hein, bon et en plus il l'a trompé derrière. Mais non, mais c'est pas pareil. Voilà, là on est dans le summum. Quand même Woody Allen, c'est pas Depardieu, ça va. Mais Woody Allen. Voilà, mais juste pour dire ça, Pierre, en fait, ce que tu montres, ça démontre que en fait, un criminel contre l'humanité était fréquentable. C'est tout. C'était fréquentable. Comment il s'appelle? Qui est-ce qui s'est compromis avec Epstein? Comment il s'appelle ce philosophe américain? Chomsky. Ah, Chomsky, Chomsky complètement. Ah bah là c'est hallucinant ça. Toutes les fausses valeurs qui. C'est hallucinant. Il y a Deepak Chopra aussi. Deepak Chopra, enfin, il est très connu dans le monde anglo-saxon. C'est le truc, méditer, machin, peace and love. On voit que c'était un faux cul complet. Il aurait plu à Francis Lalanne, là, pour le coup, celui-là. C'est peace and love. Ouais, c'était vraiment. On était dans le faux cul le plus total, absolument. Il disait oui, en fait, Dieu est un concept, mais les jolies nanas sont concrètes. Il te sort ça. C'est ça. Il te sort ça dans ses emails. Il s'est vaguement excusé, tu vois, mais bon, tu fais, mec, tu vends des bouquins sur la méditation, je sais pas, c'est censé être sérieux ce que tu fais. Mais oui, complètement. Donc on en revient à, mec, t'étais fréquentable, c'était un criminel contre l'humanité. Et ça, ce qu'il faut dire à notre audience, c'est ça. Petit 1, le négationnisme, les mecs qui continuent à vous dire aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, non, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de victimes, et en fait, circuler, tu vois. Et deuxièmement, dire, attendez, la fréquentabilité, la justice, c'est une balance avec deux plateaux. Bon, tu mets Epstein d'un côté, tu mets Dieudonné de l'autre, et tu vas m'expliquer qui est censé être le plus infréquentable. Parce que, voilà, moi, ça fait 20 ans qu'on m'explique des trucs, mais en réalité, ça fait aussi 40 ans qu'on blanchit un mec qui était criminel contre l'humanité, raciste, eugéniste, qui violait la bioéthique, qui faisait du délit d'initié, qui faisait de la criminalité financière, et qui, pardon de faire cette deuxième conclusion, mais rien qu'aux États-Unis, juste pour ses crimes financiers, il aurait dû prendre plus de 140 ans de tôle, le mec, hein.
Si on s'amuse à compter, parce que vous savez que les peines sont additives aux États-Unis, et il aurait pu se prendre 140, 180 ans. C'est ce qu'a pris. Toi, Pierre, tu connais bien le dossier Madoff. Il avait pris combien? 140, 150. Oui, c'est ça. Il devait se réincarner au moins 4 fois pour Voilà, que ça peine. Et les fraudes financières dont Epstein se vante, rien que le volet financier de l'affaire, les fraudes financières et les délits d'initié qu'il commet, rien que ça, le mec, il aurait dû prendre Madoff sur 20, quoi. Et donc, bon, c'est ça aussi qu'il faut regarder. Ouais. Ok. Bon. Xavier, tu as conclu? Non, simplement, c'était pour à la fois te féliciter pour ton parcours qui aujourd'hui est reconnu à travers les mails d'Epstein. C'est-à-dire que c'est quand même c'est le couronnement de tout. En fait, c'est mieux qu'un César. C'est voilà, ce mail de Ariane de Rothschild à Jeffrey Epstein qui intervient à peu près 10 jours ou 15 jours avant l'arrêt Stirn-Valls. Et on a en fait là toute la chaîne, c'est-à-dire Rothschild, Epstein, Stirn et Valls, qui en fait n'était qu'un pion dont on n'avait jamais entendu parler avant son mariage avec Anne Gravoin quand même, et dont on n'a jamais entendu parler depuis leur divorce. Et donc en fait, on voit que donc c'est ce que je dis, au moment dans une période apocalyptique, en fait, il y a pas la justice des hommes, mais entre les deux, il y a quand même cette révélation qui permet effectivement de te réhabiliter aux yeux des Français, puisque je pense que tout le monde en a entendu parler, tout le monde l'a vu, et 10 ans après, puisqu'on est 12 ans après, 12 ans après cette époque-là, quelque part, la justice n'est pas rendue, mais au moins aux yeux du public, un élément de vérité a surgi, et c'est déjà une forme de réhabilitation. Clairement, ouais. Voilà. Clairement, c'est vrai. C'est bien résumé. C'est une bonne. Merci en tout cas à vous tous. C'est vrai que j'ai longtemps été un infréquentable, et puis là, vous voyez, mais tu as raison, Xavier. Il y a des choses qui se passent, et puis, mais j'ai l'impression que c'est général. En fait, c'est un truc qui est en train de s'effondrer c'est une implosion sur lui-même, quoi, ce bazar, ce système, quoi. Et moi, qui suis un histrion, un batteur de planches qui fait du rêve avec du vent, je m'aperçois que quel que soit là, on se rencontre, on a tous des parcours différents, et c'est amusant parce qu'on arrive à la même conclusion. Donc, c'est ça qui est important. Et puis les gens qui nous regardent, je suis sûr qu'ils sont des parcours aussi différents. En tout cas, merci à vous tous. Merci. Et puis, merci à et toi. je dis à très... Juste une chose, je voudrais, parce que j'avais une dédicace de prévue le 7 mars à Vierzon, qui a été décalée, alors attends, je veux dire ça, au 25 avril. Voilà. D'accord. Je vraiment pour le prévenir. Voilà, et que je serai à Bruxelles le 28. Eh ben, super. Enfin, mars. Voilà. Et vous autres, vous n'avez pas d'actualité à nous dire, Marion? Pas tout de suite. Moi, je suis en train de ressortir tous mes livres, et je suis en train de ressortir mon livre sur la Régence, qui s'appelle Le Tournant de la Régence, dont je suis particulièrement fière, où je raconte un certain nombre de choses à connaître, notamment le système de l'eau, la gigantesque arnaque du système de l'eau, l'héroïque combat des édiles marseillais pendant la grande peste de Marseille, où je raconte les trafics d'enfants du duc de la Force. Enfin, c'est vraiment un bouquin super. C'est quasiment un livre d'aventure, mais c'est de l'histoire sourcée, tout ça. Donc, c'est Le Tournant de la Régence, qui est le 9e livre que je publie dans ma collection Réhistoire pour tous. Voilà, puisque je suis maintenant en possession de mes droits sur tous mes livres. Voilà. Formidable. Xavier. La liberté. Alors, moi, on attend toujours le dénouement avec Candace Owens de l'affaire Becoming Brigitte en justice, puisqu'on est poursuivi par les Macron. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Macron ont recruté un cabinet de barbouzes, des anciens du FBI, qui s'appelle Nardello & Co, pour nous pister. Donc, ça a été publié officiellement dans Le Monde, dans le Financial Times, etc. Dans le cadre de cette procédure, donc ils ont un peu pété. C'est pas des anciens du Mossad, plutôt? En fait, c'est bizarre parce qu'ils nous disent, oui, ils ont mis leur QG parisien au Lutetia, et c'est vrai, quand on regarde dans la presse, traditionnellement, c'est un bon choix. Voilà, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des barbouzes, c'est des anciens du FBI, donc ils nous ont envoyé pour nous pister.
Là, et ce qui est intéressant, c'est que Ça, ce c'est vrai, cabinet, donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que les Macron ont recruté le cabinet Nardello & Co. Et dans les Epstein Files, on apprend quoi? Attends. Que le cabinet de renseignement privé auquel faisait appel Jeffrey Epstein était précisément Nardello & Co. Donc disons qu'ils ont un prestataire de service, les Macron et Epstein ont au moins un prestataire de service en commun. Donc c'est loin d'être leur seul point commun. Et donc moi, j'ai écrit mon livre Devenir Brigitte, donc le livre qui fait chier Macron, avec une affaire qui connaîtra son dénouement sans doute au mois d'avril à la faveur de la procédure américaine. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur la lettre de Xavier Poussard, ma lettre de confidentiel que je lance, et puis je sortirai un bouquin sur Epstein courant avril. Voilà.